Le télescope le plus puissant que l'humanité ait jamais construit vient de faire une découverte qui pourrait changer tout ce que nous savons sur la vie dans l'univers. Le James Webb, flottant à 1 500 000 km de la Terre, a trouvé une planète lointaine avec quelque chose d'incroyable. 96,8% de chances d'abriter la vie. Imaginez un monde complètement différent du nôtre, peut-être avec des océans de couleurs que nous n'avons jamais vus, des ciels avec 2 ou 3 étoiles brillant en même temps, et qui sait, des créatures qui ont évolué de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Pendant des années, les scientifiques ont cherché des signes de vie au-delà de la Terre, scannant des milliers de planètes sans succès. Mais maintenant, avec les yeux dorés du web regardant dans l'espace profond, nous avons enfin trouvé un candidat presque parfait. À quoi ressemblerait le réveil sur une planète où la gravité est différente, où les jours durent plus longtemps que nos années, où la chimie même de la vie pourrait avoir pris des chemins complètement nouveaux? Sommes-nous sur le point de découvrir que nous n'avons jamais été seuls dans cet univers infini? Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait l'univers si nous avions enfin les moyens de vraiment l'observer, sans filtre, sans limite imposée par la technologie? En 21 décembre 2021, le télescope spatial James Webb a quitté la Terre pour accomplir cette mission justement, repousser les frontières de notre regard sur le cosmos. Ce projet, attendu depuis plus de 30 ans, est né de la volonté de comprendre ce qu'aucun autre télescope n'avait pu percer jusque-là. James Webb, que l'on appelle souvent simplement le JWST, n'est pas simplement un outil géant suspendu dans l'espace. Il est devenu quasiment la vedette des explorations astronomiques modernes, le nouveau chef de file de la recherche de la vie ailleurs. Et pour cause, il remplace dignement le télescope Hubble, mais en allant bien plus loin, en déployant une technologie qui était encore inimaginable au début du nouveau millénaire. Mais alors, pourquoi le James Webb a-t-il bouleversé à ce point le domaine de l'astrophysique? Qu'est-ce qui le rend si important dans la quête des planètes habitables, comme celle dont on parle aujourd'hui avec cette probabilité de vie de 96,8%? Je vais t'expliquer tout ça de façon claire, sans jargon compliqué, histoire que tu puisses te rendre compte de l'ampleur de cette révolution astronomique. Pour commencer, le James Webb, ce n'est pas un télescope ordinaire que tu pourrais confondre avec ceux utilisés par les astronomes amateurs ou même avec Hubble qui a longtemps scruté les galaxies autour de la Terre. Sa vraie force vient de ses instruments, extrêmement sensibles, capables de détecter des signaux lumineux si faibles qu'ils étaient totalement invisibles pour les générations de télescopes précédents. Le secret réside dans sa capacité à travailler dans l'infrarouge. Là où Hubble voyait surtout en lumière visible et un peu en ultraviolet, James Webb explore principalement les rayonnements infrarouges, justement ceux qui traversent les couches de poussières interstellaires et révèlent la naissance des étoiles, ou même les atmosphères de planètes lointaines. Cette sensibilité lui permet d'aller chercher des signaux faibles à des milliards d'années-lumière de chez nous, mais aussi ceux venant de planètes tellement petites et discrètes qu'on n'aurait même pas rêvé de les observer directement il y a seulement quelques années. Ce qui frappe, c'est l'échelle de cette prouesse technologique. Le miroir principal du James Webb fait 6,50 m de diamètre. Imagine, c'est plus de 2 fois plus large que celui de Hubble. Mais en plus, ce miroir est composé de 18 segments en beryllium plaqué d'or, un métal parfait pour réfléchir la lumière même la plus faible venant de l'univers profond. Pour protéger ses instruments, il dispose aussi d'un énorme bouclier thermique, grand comme un terrain de tennis, qui le met à l'abri de la chaleur et de la lumière de la Terre, du Soleil et de la Lune. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la température de fonctionnement des instruments doit être incroyablement basse, autour de moins de 233 degrés Celsius. Sinon, les capteurs seraient aveuglés par leur propre chaleur interne. Mais là où ça devient carrément fascinant, c'est que le James Webb ne tourne pas en orbite autour de la Terre comme Hubble. Il est positionné à environ 1 500 000 km de nous, sur ce qu'on appelle le point de Lagrange L2. Ce point spécial lui garantit une stabilité extrême, puisqu'il reste toujours aligné avec la Terre et le Soleil, ce qui simplifie la gestion thermique et l'isolation de toute source lumineuse parasite. Il est ainsi épargné par la pollution lumineuse, les reflets et les mouvements brusques, lui permettant d'observer pendant de très longues périodes sans interruption.
Si tu te demandes à quoi ça sert d'être aussi loin, c'est justement pour garantir la qualité unique de ces observations, tout en évitant les perturbations de l'atmosphère terrestre. On peut donc dire que James Webb regarde l'univers depuis un poste d'observation idéal, presque comme s'il était posé à la frontière du système solaire. Toute cette technologie, bien sûr, n'a de sens que parce qu'elle sert à des missions autrement plus ambitieuses que celles possibles avant lui. Parmi elles, il y a l'étude des exoplanètes, ces mondes qui orbitent autour d'autres étoiles que la nôtre. Depuis plus de 20 ans, des centaines d'exoplanètes ont été identifiées, mais très peu d'entre elles ont pu être étudiées en détail faute de moyens adaptés. Le James Webb, lui, est capable de détecter la lumière provenant directement de ces planètes ou de leurs atmosphères, alors que le signal est des millions de fois plus faible que celui de leur étoile. Pour cela, il utilise la spectroscopie infrarouge. Lorsqu'une planète passe devant son étoile ou derrière elle, la lumière traverse ou rebondit sur son atmosphère, et chaque composant chimique laisse une empreinte digitale bien reconnaissable dans la lumière recueillie. C'est ainsi que l'on peut repérer du méthane, de l'eau, du dioxyde de carbone, voire même de l'oxygène, tous ces éléments qui jouent un rôle clé dans la définition de ce qu'on considère comme indispensable à la vie. Jusqu'alors, on se contentait d'approximer la masse, la taille ou la distance des exoplanètes, mais le James Webb ajoute une dimension totalement nouvelle, l'analyse directe de leur composition, de leur ciel, de leur climat potentiel. Il rend désormais possible la mesure de la température d'une planète, l'évaluation de sa couverture nuageuse ou encore l'identification des molécules qui pourraient signaler une activité biologique. Par exemple, si plusieurs de ces molécules inhabituelles sont présentes ensemble dans des proportions impossibles à générer uniquement par des réactions géologiques ou chimiques non vivantes, on commence vraiment à se rapprocher de la découverte de conditions favorables à la vie. Une particularité qui distingue véritablement le James Webb, c'est sa polyvalence. Il n'est pas conçu juste pour une seule tâche, mais pour répondre à toute une gamme de questions en astrophysique. Il peut observer les premières galaxies nées après le Big Bang, mais il peut aussi examiner la formation des étoiles et des systèmes planétaires dans des nuages de poussière normalement opaques à la lumière visible. Cela ouvre d'innombrables possibilités pour comprendre la façon dont la matière s'assemble pour former des mondes. On espère découvrir comment les grains de poussière deviennent des comètes, puis des planètes et potentiellement, à terme, des berceaux pour la vie. Tu te demandes sans doute comment tout ce projet a pu voir le jour. Il faut imaginer des équipes issues de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale canadienne, des milliers de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens mobilisés sur près de 3 décennies pour concevoir, construire, tester et relancer indéfiniment toutes les étapes de ce télescope géant. C'était un travail de titan, rythmé par les reports de lancement, les dépassements de budget, les innovations de dernière minute nécessaires pour résoudre des défis totalement inédits. À chaque fois qu'une difficulté semblait insurmontable, la communauté scientifique restait mobilisée, convaincue que l'enjeu, enfin observer l'univers invisible, du berceau des étoiles jusqu'au monde capable de porter la vie, valait tous ces sacrifices. Aujourd'hui, ce qui distingue vraiment le James Webb des observatoires précédents, c'est d'être au cœur d'une nouvelle méthode de recherche. Plus besoin d'attendre que les télescopes du futur soient lancés. Pour la première fois, on possède un outil capable de tester de façon concrète nos plus grandes questions cosmiques. Si une planète située à des centaines d'années-lumière présente une atmosphère similaire à celle de la Terre il y a 4 milliards d'années, avec des traces de vapeur d'eau, de méthane ou de dioxyde de carbone, on pourra le savoir, et cela sans avoir à quitter notre système solaire, simplement en analysant la lumière qui a traversé tout ce vide pour parvenir jusqu'au capteur du Webb. La puissance de cet outil est d'autant plus flagrante quand on réalise qu'il permet de voir au-delà des limites habituelles. Sur Terre, l'atmosphère bloque une grande partie du spectre infrarouge, ce qui rend impossible l'observation de certaines longueurs d'onde cruciales. En étant positionné aussi loin de toute perturbation et protégé par son gigantesque pare-soleil, le Webb peut travailler sans interruption, sans bruit de fond, pendant des semaines sur une seule cible si besoin. Cela permet des observations d'une précision inédite, impossible avec les observatoires au sol ou les autres télescopes spatiaux. Grâce à ces 4 instruments principaux, il peut ajuster ses réglages pour s'adapter à chaque type d'objectif scientifique, de la cartographie d'une atmosphère à l'identification des premières étoiles de l'histoire cosmique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette polyvalence ne signifie pas seulement de la souplesse, mais surtout de l'efficacité. Les équipes de scientifiques autour du monde ont désormais accès, selon un système de proposition, à une fenêtre d'observation inégalée.
Chacun peut soumettre un projet en expliquant quelle cible observer, avec quelle méthode et pour répondre à quelles questions. Le tout se fait de façon totalement centralisée et collaborative, mettant en commun les résultats pour le bénéfice de toute la communauté internationale de l'astrophysique. De cette façon, le James Webb sert autant à la recherche fondamentale qu'aux hypothèses les plus audacieuses sur la vie ailleurs. L'impact sur les découvertes est déjà majeur. Prenons le cas de cette fameuse planète qui possède presque 97% de chances d'accueillir de la vie. Sans les instruments infrarouges du Webb, il aurait été quasiment impossible de détecter les gaz signant une activité biologique, de distinguer une planète rocheuse dotée d'océans ou de mesurer la température réelle de sa surface. On pénètre maintenant dans une ère où l'on ne se contente plus de statistiques sur les exoplanètes, mais où l'on rentre dans le détail, presque planète par planète. Là-dessus, on peut parler aussi de la capacité du James Webb à inspirer une nouvelle génération de chercheurs. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants se tournent vers l'astrophysique ou les sciences planétaires, précisément parce qu'il existe enfin une chance réelle de répondre à la question « Sommes-nous seuls ?» Le Webb rend tout cela concret, palpable, mesurable. Les analyses de ces données se retrouvent en temps réel dans les laboratoires du monde entier, créant un véritable engouement et une compétition amicale pour exploiter au maximum tous ces résultats. On aurait pu croire, avant le lancement du Webb, que ce serait une mission centrée uniquement sur la recherche fondamentale, sur l'origine de l'univers et la formation des premières étoiles. Mais rapidement, il est apparu qu'un de ses usages les plus populaires serait justement la recherche d'exoplanètes habitables. Les découvertes récentes ont déjà bouleversé tout ce que l'on pensait savoir. Nombre de planètes situées dans la zone habitable potentielle de leur étoile, rapidité à laquelle on peut obtenir les spectres atmosphériques, diversité des mondes identifiés, de la super-Terre à la planète Océan. James Webb a ainsi ouvert tout un pan de la recherche qui était jusqu'ici réservé aux spéculations et aux simulations informatiques. Si on regarde en détail la façon dont ces observations changent notre approche, c'est frappant. Les chercheurs obtiennent de véritables cartes d'identité chimique des planètes analysées. Grâce à la précision de la spectroscopie infrarouge, la présence d'eau liquide, d'ammoniac, de méthane ou de gaz carbonique peut être révélée très rapidement et avec une certitude bien supérieure à ce qui était possible il y a seulement 10 ans. Il devient alors crédible, pour la première fois, de dresser de vraies statistiques sur la fréquence des mondes habitables dans notre galaxie. Plutôt que de supposer que la vie est rare, on peut interroger la réalité du cosmos et compter objectivement le nombre de planètes susceptibles d'héberger de la vie telle que nous la concevons, ou même d'autres formes complètement inattendues. Ce qui est aussi marquant, c'est la capacité du James Webb à travailler en tandem avec d'autres missions. Par exemple, il complète parfaitement les données du satellite TESS qui repère les exoplanètes par la méthode des transits quand la planète passe devant son étoile, en venant ensuite analyser en détail la lumière reçue lors du passage. De la même façon, les observations du Webb sont souvent croisées avec des observations terrestres pour une vérification indépendante. Cette collaboration internationale a démultiplié l'impact du télescope, chacun pouvant adapter ses observations en fonction des résultats qu'il reçoit de ses collègues, créant ainsi un effet d'entraînement sur la totalité du secteur astronomique mondial. On pourrait penser que tout cela ne concerne que des spécialistes, des chercheurs en blouse blanche, retranchés derrière leurs écrans et leurs logiciels. Mais en réalité, le James Webb marque l'ouverture d'une nouvelle ère, où le grand public peut directement suivre, quasiment en temps réel, les grandes étapes de l'exploration de l'univers. Les images produites par ce télescope, d'une finesse inégalée, font le tour du monde à peine quelques heures après avoir été captées. Tout le monde peut voir les clichés de nébuleuses colorées, de planètes lointaines, d'étoiles en formation, et comprendre que notre science progresse à chaque nouvelle observation. Le Webb devient en quelque sorte un ambassadeur de la recherche spatiale, rendant plus concret, plus vivant, le rêve d'une exploration approfondie du cosmos. Pour finir, il est difficile de résumer toute la portée du James Webb sans faire allusion à l'espoir qu'il suscite pour les prochaines décennies. On sait maintenant que la recherche de la vie ailleurs n'est plus seulement un rêve ou un fantasme de science-fiction. Elle repose sur une technologie réelle, sur des observations directes, sur une méthode scientifique rigoureuse. Avec le James Webb, l'humanité a posé le pied sur le premier degré d'une échelle qui promet de nous emmener bien plus loin que tout ce que nous pouvions espérer il y a seulement 20 ans. Qui aurait cru qu'on pourrait, en 2024, s'approcher d'aussi près de la réponse à la question « Sommes-nous seuls ?» Le James Webb, en bouleversant la manière dont nous voyons l'univers,
ouvre littéralement un nouveau chapitre de notre compréhension de la vie dans le cosmos. Là où le James Webb fait vraiment la différence, c'est dans la façon très concrète dont il travaille pour détecter des signes de vie sur d'autres planètes. On pourrait penser que c'est magique ou de la science-fiction, mais en réalité, c'est un processus précis, extrêmement rigoureux, basé sur de la physique et des observations ultra détaillées. Ce qui rend tout ça accessible et compréhensible, c'est sa méthode centrale de détection, appelée spectroscopie. Je vais t'expliquer comment ça se passe, étape par étape, sans transformer ça en une affaire incompréhensible réservée aux seuls experts du domaine. La spectroscopie, c'est un peu comme analyser un rayon de lumière et y trouver la trace de tout ce qui a pu le filtrer, le dévier ou l'altérer, en l'occurrence l'atmosphère d'une exoplanète située à des dizaines, voire des centaines d'années-lumière d'ici. Quand une planète passe devant son étoile, on parle de transit. Ça veut tout simplement dire que, vu de notre position, la planète bloque un petit bout de la lumière de son étoile à chaque tour sur son orbite. Pendant ce passage, une infime partie de la lumière traverse l'atmosphère de la planète. C'est cette lumière qui nous intéresse. Le James Webb capte cette lumière-là et la dissèque, comme si on la passait dans un prisme géant, afin de voir toutes les longueurs d'onde, c'est-à-dire toutes les couleurs, qui la composent, même celles invisibles à nos yeux humains. Ce que les chercheurs cherchent, dans ces longueurs d'onde spécifiques, ce sont des empreintes. On pourrait les appeler signatures chimiques. Chaque molécule dans l'atmosphère d'une planète absorbe un petit bout bien précis de lumière. Par exemple, la vapeur d'eau absorbe une certaine couleur infrarouge, le méthane une autre, et ainsi de suite avec le dioxyde de carbone, l'ammoniac ou l'ozone. Quand la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète, elle perd certains de ces bouts de lumière exactement aux endroits où se trouvent ces molécules. Les scientifiques analysent alors le spectre, c'est-à-dire le détail de ce qui a été absorbé, pour identifier les molécules présentes dans cette mince couche de gaz entourant la planète. C'est là que la méthodologie du James Webb casse vraiment les codes. Les anciens télescopes étaient incapables de voir la silhouette de la planète ou d'estimer qu'elle avait une atmosphère, mais c'est tout. Le Webb, grâce à ses instruments sensibles à l'infrarouge, va beaucoup plus loin. C'est comme si on pouvait sentir, à distance, l'odeur caractéristique d'une soupe, rien qu'en captant la vapeur qui s'en échappe et en déduisant les ingrédients. Sauf que là, on ne parle pas de soupe, mais de gaz, qui pourrait signer la présence de processus vitaux ou de conditions compatibles avec la vie. Dans ce processus, la qualité de la lumière récupérée est cruciale. Le télescope doit rester parfaitement stable, loin de toute perturbation, et accumuler la lumière pendant des heures, parfois plusieurs jours d'affilée, pour obtenir assez de signal pour faire ressortir les empreintes de chaque molécule. Plus la planète est loin, petite ou son étoile brillante, plus le défi est grand. Mais le Webb, positionné à environ 1 500 000 km de la Terre, profite d'une stabilité et d'une pureté de signal qui rend cette observation possible à une finesse jamais atteinte. Après la collecte de lumière vient le vrai boulot d'analyse. Les spectres bruts sont envoyés sur Terre et passent par un traitement mathématique et des comparaisons basées sur nos connaissances en laboratoire. Les chercheurs disposent de bases de données gigantesques où sont répertoriées les empreintes de chaque molécule connue. En croisant le spectre collecté avec ces bases, ils peuvent dire par exemple « Tiens, on retrouve exactement la signature de la vapeur d'eau à telle altitude. Ah, il y a aussi du méthane et du dioxyde de carbone. » Ça permet de dresser un état des lieux de l'atmosphère. Parfois, on retrouve des mélanges inattendus qui interpellent. Sur Terre, certains mélanges gazeux ne se maintiennent que s'il y a une source de vie active pour les produire, ce qui attire l'attention quand on observe la même chose ailleurs. Néanmoins, détecter une signature chimique ne dit pas tout. Les équipes scientifiques prennent en compte plein d'autres éléments pour évaluer vraiment la probabilité de vie. Par exemple, la température de surface, qui se devine à la manière dont la planète absorbe et réémet l'énergie de son étoile. Si la chaleur est trop extrême, l'eau ne peut pas rester liquide, ce qui pose problème pour la vie comme on la connaît. On considère aussi la pression atmosphérique, l'épaisseur de l'atmosphère. Trop fine, elle n'offre aucune protection contre les rayonnements. Trop épaisse, elle produit un effet de serre asphyxiant. Autre critère important, le type d'étoile autour duquel la planète tourne. Certaines étoiles sont très stables et calmes, comme le Soleil. D'autres, au contraire, balancent régulièrement des éruptions qui peuvent détruire toute atmosphère planétaire. On regarde alors si l'exoplanète est bien placée, ni trop près, ni trop loin dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire la région où il n'y a ni trop de chaleur ni trop de froid, juste assez pour que l'eau puisse rester liquide à la surface.
Au fond, toutes ces informations accumulées servent à dresser ce qu'on peut appeler, sans utiliser de grands mots, un portrait robot d'une planète favorable à la vie. Les scientifiques font tourner des modèles informatiques pour simuler une infinité de conditions et voir si, oui ou non, il serait possible que des processus biologiques s'installent avec telle ou telle combinaison d'atomes et de molécules. Parfois, les calculs sont facilités parce que la planète ressemble à la Terre. Dans d'autres cas, on tombe sur des configurations inexplorées qui poussent à la prudence, d'où la nécessité d'avoir une approche méthodique, jamais basée sur une seule observation. Ça n'arrête pas là. Une fois les indices récoltés, on cherche aussi des phénomènes qui ne s'expliquent pas par la chimie ou la géologie toute seule. Sur notre planète, par exemple, l'oxygène de l'atmosphère ne tiendrait pas tout seul sans la photosynthèse des plantes et des algues. Trouver en dehors de la Terre des quantités inhabituelles d'oxygène, de méthane ou même d'ozone en présence d'eau, c'est suggérer que quelque chose d'inhabituel, peut-être la vie, est à l'œuvre. On appelle parfois cela des biosignatures. Il faut absolument faire attention à ne pas tomber dans l'excès d'enthousiasme trop vite, parce que certaines réactions géologiques un peu rares peuvent aussi produire ces molécules, mais quand plusieurs indices se recoupent, la probabilité augmente vraiment. La méthodologie du web est tellement avancée que l'on peut aussi détecter des saisons, des changements de température au fil des orbites, des tempêtes de nuages, et même suivre certains cycles climatiques. Ces variations dans les spectres révèlent des atmosphères dynamiques qui respirent presque, avec parfois des similarités frappantes avec ce qu'on connaît sur la Terre. Parfois, c'est différent. On trouve des cycles chimiques exotiques, mais qui pourraient, dans des conditions spéciales, supporter une forme de vie qu'on n'imagine même pas encore. Un autre point central dans la méthode, c'est la comparaison avec la Terre. Si on observe une planète et qu'on trouve des combinaisons d'éléments, de température, de pression semblables à celles de notre planète à un moment donné de son histoire, alors les indices se recoupent et rendent la possibilité de vie sérieusement crédible. Les scientifiques se servent de notre expérience locale en étudiant comment la vie s'est installée ici pour extrapoler à d'autres mondes. Mais ils restent toujours prudents, sachant que la diversité des conditions dans l'univers est immense. Tu pourrais penser que tout ça avance seulement grâce à la collecte de données, mais en réalité, derrière la spectroscopie, il y a une vraie équipe scientifique mondiale. Chaque détail est vérifié, croisé avec d'autres télescopes et parfois soumis à une forme de reproductibilité, c'est-à-dire vérifié via d'autres observations que le signal ne vient pas d'une erreur ou d'un instrument défectueux. À chaque découverte, ce sont des échanges permanents, des publications, des confrontations d'idées qui affinent petit à petit notre capacité à reconnaître les signatures de la vie. Pour donner un exemple, lorsqu'un excès de méthane est détecté dans une atmosphère, on ne s'emballe pas tout de suite. On cherche d'abord à comprendre s'il pourrait s'agir d'un simple effet volcanique, d'une réaction chimique intense ou bien du résultat de processus biologiques. S'il y a de l'eau, du dioxyde de carbone, mais aussi des écarts dans la balance entre différents gaz, alors le critère d'habitabilité monte en flèche. C'est un jeu de patience et de méthode où chaque donnée compte. La température, par exemple, n'est pas accessible directement. Les chercheurs la déduisent en étudiant la quantité d'énergie qui quitte la planète, comparée à l'énergie reçue de son étoile. Si la planète a une atmosphère assez épaisse qui piégerait l'énergie, cela pourrait même permettre une température clémente sur sa surface, même si elle est un peu plus éloignée de son Soleil que la Terre ne l'est du sien. Il y a tout un tas de calculs en coulisses qui se calent avec la réalité des observations faites par le James Webb. La pression atmosphérique, elle aussi, n'est pas visible à l'œil nu. Elle est reconstruite à partir des profils d'absorption des gaz et d'un modèle de la structure de l'atmosphère, selon la hauteur à laquelle les différentes empreintes de gaz apparaissent dans le spectre. On peut inférer si l'atmosphère est épaisse et protectrice ou fine comme celle de Mars. La composition elle-même, détectée par spectroscopie, est comparée à toutes sortes de scénarios possibles pour vérifier si une vie, même différente de celle de la Terre, pourrait s'y installer. Encore une fois, c'est le croisement de données qui donne de la force à ces hypothèses. Par exemple, on étudie en parallèle l'activité de l'étoile autour de laquelle tourne la planète. Si celle-ci est trop agitée, avec beaucoup d'éruptions solaires, les chances que la vie s'installe durablement diminuent. Le rayonnement stellaire, observé avec le James Webb, mais aussi avec d'autres appareils, est pris en compte dans ce calcul global. L'énergie reçue doit être suffisante pour garder l'eau liquide, mais pas trop intense pour éviter la stérilisation de la surface. Un point à ne pas oublier, c'est la place du James Webb dans une équipe de télescopes complémentaires. Même si c'est le meilleur dans le domaine de la spectroscopie infrarouge, ce dernier n'agit pas seul.
Les premiers repérages de planètes viennent souvent d'autres sondes qui identifient des candidats prometteurs, puis le Webb pointe ses instruments sophistiqués pour retirer toute ambiguïté. Grâce à des campagnes d'observation coordonnées, on peut suivre une planète sur plusieurs orbites, voir comment son atmosphère évolue au fil du temps et repérer des tendances. Ce suivi est essentiel, car certaines biosignatures ne deviennent perceptibles que lors d'épisodes particuliers, comme une saison chaude ou de grosses pluies. Voilà pourquoi la véritable force de la méthodologie moderne, c'est de multiplier les angles d'approche. On ne cherche pas seulement à cocher une case du genre « il y a de l'eau, c'est bon », mais à établir tout un ensemble de critères: présence d'une atmosphère stable, signature de molécules compatibles, température et pression favorable, et cycle d'énergie cohérent avec l'apparition ou le maintien de la vie. Chaque observation du Webb s'ajoute à un puzzle plus vaste et permet peu à peu de trier les planètes, celles qui ne peuvent de toute façon pas être habitées, celles qui sont prometteuses et celles pour lesquelles la question reste vraiment ouverte. Un dernier aspect important dans cette méthodologie, c'est le calcul de la probabilité de vie. Ce n'est pas une formule magique, c'est une méthode mathématique basée sur l'ensemble des conditions recueillies. Plus il y a de critères qui cochent la case favorable, plus le pourcentage augmente. Si on découvre par exemple une planète avec de l'eau à l'état liquide détecté, une atmosphère stable, peu de variations extrêmes de température, des biosignatures suspectes comme du méthane et de l'ozone en proportion non expliquée par la chimie simple, alors le taux grimpe vite. C'est par ce genre de raisonnement que l'on est arrivé à des chiffres impressionnants, comme ces fameuses 96,8% de probabilité de vie sur une certaine exoplanète. À chaque résultat publié, la communauté scientifique s'accorde pour rester aussi objective que possible. Le but n'est pas seulement de trouver la vie à tout prix, mais d'établir une méthode universelle qui permette de mener des recherches reproductibles, fiables et critiquables par d'autres équipes. Cette rigueur, c'est ce qui fait la solidité de la recherche avec le James Webb. Il ne s'agit plus de rêver à la vie dans l'univers, à partir de quelques coïncidences, mais d'assembler, preuve après preuve, tout un faisceau d'indices convergents en tenant compte de tous les biais possibles. C'est ainsi, et uniquement ainsi, qu'on pourra s'approcher petit à petit de la vérité sur la présence de la vie hors de notre Terre. Tu vois, avec ces méthodes tirées au cordeau, c'est toute notre façon d'imaginer la vie ailleurs qui s'est affinée. On n'en est plus juste à se demander « pourquoi pas ?», mais à observer, mesurer, recouper et parfois à être surpris par des résultats inattendus qui relancent la réflexion collective. Chaque planète prometteuse, chaque nouvel indice ajoute un peu plus de lumière sur la façon dont la vie pourrait s'installer ailleurs. Et c'est sans doute ça, la meilleure preuve que la science avance pour de vrai. C'est vraiment quand on commence à plonger dans les détails concrets des mondes étudiés qu'on prend la mesure des découvertes en cours. Dès que les observations du James Webb deviennent suffisamment précises pour révéler non seulement la présence d'une atmosphère ou d'eau, mais aussi la nature profonde d'une planète, le regard change radicalement. On ne reste plus dans l'abstraction. On aborde l'étude d'environnements réels avec leur température, leur pression, leur paysage possible et des données qui parlent d'elles-mêmes. Tu t'imagines sûrement que la plupart de ces exoplanètes sont très différentes de la Terre, mais ce n'est pas toujours le cas. Celle qui a récemment attiré l'attention grâce à cette estimation de 96,8% de chances d'abriter la vie partage en fait une foule de caractéristiques avec notre planète natale. C'est ce qui fait que ce genre de découverte passionne autant. On pourrait presque la voir comme une cousine lointaine, voire une jumelle dans certains aspects. On commence par la distance entre la planète et son étoile. En analysant les données recueillies par le James Webb, les astronomes ont conclu que ce monde se situe dans une bande dite « zone habitable ». Cette dénomination, ce n'est pas juste un joli mot scientifique, il s'agit tout simplement d'une zone ni trop chaude ni trop froide, mais avec une plage de température qui autorise la présence d'eau liquide à la surface. C'est une condition importante, car sur la Terre, l'eau liquide a été indispensable au développement de la vie sous toutes ses formes. Par exemple, dans notre système solaire, Mars est un peu trop froide aujourd'hui, Vénus beaucoup trop chaude, alors que la Terre est placée pile dans cette zone idéale. La planète étudiée du côté du James Webb se situe exactement à la bonne distance de son étoile. La chaleur qu'elle reçoit n'est ni extrême, ni insuffisante. D'après les simulations, la température moyenne à la surface oscille autour de 25 degrés Celsius, donc très confortable. On parle vraiment d'un climat tempéré, avec une possible diversité de saisons et un cycle de l'eau actif via précipitation et évaporation.
Ensuite, la taille de la planète a une place majeure dans tout ce raisonnement. Ce n'est pas une géante comme Jupiter ou Saturne, ni une naine minuscule. Son rayon, mesuré indirectement lors des transits devant son étoile, atteint quasiment le même que celui de la Terre. 2% de plus, tout au plus. Sa masse est aussi du même ordre de grandeur, ce qui indique une surface solide avec une gravité comparable à la nôtre. Ce détail est important, car une gravité trop faible ne retiendrait pas l'atmosphère, alors qu'une gravité trop forte rendrait les conditions de vie très différentes. Ici, avec des chiffres aussi proches de ceux de la Terre, tout laisse croire à une planète rocheuse, recouverte de terre et probablement d'océans, et dotée d'une atmosphère stable. Parlons-en justement, l'atmosphère. Grâce à la spectroscopie du James Webb, les scientifiques ont identifié une composition complexe, dominée par l'azote et une bonne proportion de dioxyde de carbone, mais avec aussi des traces de vapeur d'eau, de méthane et d'ozone. Ce mélange fait écho à l'atmosphère terrestre à une époque préhistorique, quand la vie commençait tout juste à coloniser la planète. Ces gaz, détectés en quantité significative, sont cohérents avec la possibilité d'un climat doux, d'une pression de surface comparable à celle de la Terre et d'une couche de protection contre les rayonnements cosmiques ou ultraviolets. Ça veut dire qu'en théorie, la vie pourrait s'y développer sans être immédiatement annihilée par les rayons dangereux venus de l'espace ou de l'étoile voisine. Ce qui surprend aussi, c'est la structure thermique de cette atmosphère qui semble favoriser la stabilité des températures. Pas de différences extrêmes, pas d'hiver apocalyptique ou d'été insoutenable, mais au contraire, une régulation due à une couche nuageuse persistante. Les instruments du James Webb ont même révélé des signes de cycle météorologique, déplacement de nuages, formation de brumes, variations liées à l'ensoleillement, tout ce qui compose sur la Terre la dynamique d'un système climatique vivant. On retrouve donc tous les ingrédients qui permettent une diversité de biotopes, avec probablement des zones tempérées, quelques régions plus chaudes, d'autres plus froides, et des précipitations qui rythment le paysage. Un autre aspect à prendre en compte, ce sont les indices de vastes océans. La spectroscopie infrarouge, mais aussi la mesure de la réflectivité de la surface, laisse penser que des portions importantes de la planète reflètent la lumière d'une façon typique d'un liquide à l'état libre. Sur la Terre, l'eau liquide a tendance à réfléchir la lumière différemment du sable, de la roche ou de la glace. L'intensité et la couleur de la lumière captée par le James Webb montrent que de grandes étendues présentent exactement ce genre de signature, preuve probable d'océans ouverts, et pas seulement de criques ou de lacs isolés. Quand on mesure en plus la texture et la dynamique de l'atmosphère juste au-dessus de ces régions, on remarque des cycles d'humidité, des formations nuageuses compatibles avec l'évaporation et les précipitations régulières. Cela renforce l'idée d'un cycle de l'eau actif, ce qui est fondamental pour le maintien de la vie, que ce soit dans l'eau ou sur les terres émergées à proximité. Ce mélange de similarités et de différences avec la Terre attire l'attention. Même si la gravité et la température sont proches des valeurs terrestres, la composition chimique totale de la planète est un peu différente. Par exemple, la proportion de dioxyde de carbone relevée, un peu supérieure à celle que l'on avait sur la Terre il y a 1 milliard d'années, entretient un léger effet de serre bénéfique qui rend la température de surface encore plus stable. Cette variation, loin d'être un inconvénient, pourrait en fait favoriser le développement d'organismes capables de résister à des variations climatiques plus vastes ou qui exploitent directement le dioxyde de carbone, comme certaines plantes ou bactéries de la Terre. Les observations montrent également des signes clairs de nuages persistants dans l'atmosphère supérieure et donc la probabilité d'un cycle hydrologique similaire mais pas forcément identique à celui de la Terre. Cette configuration rend les radiations reçues beaucoup moins dangereuses et protège la surface d'éventuelles brusques variations de température. On n'observe pas non plus de gigantesques tempêtes à répétition, ni de variations saisonnières extrêmes. Le climat semble, en moyenne, bien plus modéré que celui de notre propre planète, y compris dans les zones tempérées où la vie évolue facilement. Un autre fait marquant concerne la présence d'éventuels continents, de reliefs ou d'archipels. Grâce à l'analyse fine de la lumière réfléchie par différentes parties de la planète pendant ses phases d'orbite, les astronomes arrivent à déduire très grossièrement l'existence de masses différentes, des zones qui reflètent la lumière autrement, avec une variation qui laisse imaginer la présence de terres émergées.
Cela ne donne pas une carte aussi précise que celle de la Terre vue de l'espace, mais ces petits indices, mis bout à bout, suggèrent bien une diversité de paysages alternant mer, terre et possiblement même des chaînes montagneuses. D'après d'autres signaux faibles mais répétitifs, il se forme ponctuellement des bancs nuageux qui flottent au-dessus de certaines régions à intervalles réguliers. Cette régularité laisse penser à un relief qui guide, un peu comme les chaînes de montagnes sur la Terre génèrent des barrages nuageux, des précipitations ciblées ou des zones protégées plus sèches. L'estimation des saisons et du rythme météorologique y gagne en cohérence, ce qui permettrait théoriquement un développement évolutif varié d'écosystèmes selon la latitude, l'altitude ou la proximité de l'équateur local. La lumière filant de l'étoile vers cette planète ne semble pas trop intense. On a affaire à une naine jaune-orangée un peu moins puissante que notre Soleil, mais avec un rayonnement stable sur de longues périodes d'observation. Cette stabilité réduit énormément les risques d'événements stellaires explosifs, comme des éruptions dévastatrices qui auraient tôt fait de balayer toute trace de biologie en formation. Ce facteur, combiné à l'épaisseur protectrice de l'atmosphère détectée, signifie qu'on aurait, selon toute vraisemblance, une chance que la vie non seulement émerge, mais qu'elle persiste sans trop de menaces extérieures. Un point souvent négligé, mais qui ici saute aux yeux, c'est la rotation de la planète. Les données récoltées suggèrent une rotation proche de celle de la Terre, donc un jour complet autour de 24 heures, peut-être 23 ou 25. Cette similitude rend possible des cycles jour-nuit relativement stables, élément clé dans la régulation du climat. Sur d'autres exoplanètes, des jours très longs ou très courts déséquilibrent souvent toute l'organisation écologique. Ici, la ressemblance est troublante et encourage la formation de rythmes biologiques adaptés. On s'est aussi interrogé sur l'existence d'un champ magnétique, élément qui protège la surface des rayonnements dangereux venus de l'étoile ou du cosmos en général. Même si le James Webb ne détecte pas directement les champs magnétiques, on peut en déduire la probable existence grâce à la stabilité de l'atmosphère et au manque d'indices de perte massive de gaz. Sur Mars, par exemple, l'absence de champs magnétiques a causé la disparition d'une grande partie de l'atmosphère. Ici, rien de tel. Cela trahit l'action soit d'un noyau métallique actif, soit d'une dynamique interne comparable à celle de la Terre. La gravité de surface, proche de 10 mètres par seconde au carré, n'empêche pas la mobilité de la vie animale éventuelle et ne contraindrait pas l'évolution biologique à des adaptations cauchemardesques. Les pressions atmosphériques restent dans la fourchette connue sur la Terre, compatibles avec le développement des échanges gazeux par diffusion, comme ceux qui ont permis à la vie de respirer sur notre planète. Les liquides découverts restent donc à l'état d'eau et pas d'ammoniac ou de méthane liquide, ce qui rend le tout encore plus accessible à une vie similaire à celle que l'on connaît, au moins sur ses bases élémentaires. On ne peut pas encore dire si la planète possède une seule lune ou plusieurs, mais de légers écarts dans l'évolution de certains spectres recueillis par James Webb indiquent la possibilité de marées stables, ce qui renforcerait le cycle naturel entre océan et atmosphère. Ces marées, tout comme les variations de pression atmosphérique enregistrées selon les phases orbitales, pourraient apporter une énergie supplémentaire au processus de mélange des milieux, favorable à la biodiversité. Tous ces éléments, mis bout à bout, tracent le portrait d'un monde ni jumeau parfait de la Terre, ni totalement étranger, mais bel et bien une candidate exceptionnelle pour supporter la vie. Les premiers clichés, traités et mis en couleur, montrent même une variation de teinte au niveau des océans et du ciel, signe de possibles différences dans la composition des phytoplanctons ou des particules en suspension. On ne parle évidemment pas d'observer directement des poissons ou des forêts, mais d'indices subtils qui concordent tous dans la même direction. Rien ne s'oppose, sur le plan physique, à la présence de formes de vie stables et diversifiées. L'équipe d'astrophysiciens a donc étudié la planète sous tous ses angles accessibles, utilisant chaque possibilité offerte par la technologie actuelle. On trouve un équilibre incroyable entre similitude et originalité, des conditions qui laissent la porte ouverte à la vie, mais aussi tout un champ d'évolution potentiel différent selon la chimie légère ou les rythmes saisonniers différents. Voilà pourquoi cette planète a reçu une estimation si exceptionnellement élevée, presque 97% de chances qu'une forme de vie quelconque y existe ou y ait existé. On reste bien sûr prudent, mais une telle convergence d'indices objectifs, issus de la température, de la taille, de la masse, de l'atmosphère, de l'eau liquide, du climat tempéré et du rythme planétaire, c'est vraiment du jamais vu dans toute l'histoire de l'astronomie moderne. Finalement, observer une planète aussi semblable à la Terre, si loin dans l'univers, ça donne une toute nouvelle perspective à la question de l'unicité de notre monde
et surtout à la réalité concrète de la vie ailleurs. Que ce soit une jumelle quasi parfaite ou un cousin éloigné avec ses propres spécificités, ce genre de découverte marque un tournant et donne aux chercheurs tous les outils pour aller plus loin encore dans l'exploration de ces lointaines cousines de la Terre. Avec tout ce qu'on sait des caractéristiques et des conditions presque terrestres de cette exoplanète, il y a un autre point qui attire énormément l'attention des scientifiques, la gravité à la surface ainsi que la longueur du cycle jour-nuit. Ce sont des éléments souvent sous-estimés quand on parle de mondes lointains, et pourtant, ils modèlent des aspects essentiels de la vie et de l'environnement local. C'est parfois difficile à imaginer, parce qu'on a l'habitude de se repérer avec les journées de 24 heures et la gravité d'un peu moins de 10 mètres par seconde au carré ici sur Terre. Pourtant, dès qu'on change l'un ou l'autre de ces paramètres, tout peut changer pour la vie, mais aussi pour l'aspect des paysages, l'évolution de la biologie, l'organisation sociale ou même les cycles saisonniers. Sur cette planète récemment observée, les chercheurs du James Webb ont réussi à estimer que la gravité à la surface est très proche de celle de la Terre. C'est un facteur rassurant quand on spéculait sur la possibilité de formes vivantes, durables et variées, car une gravité équivalente donne un cadre qui autorise des cycles hydrologiques, des circulations atmosphériques et des évolutions biologiques dans une fourchette déjà testée par les modèles terrestres connus. Par exemple, avec une gravité similaire, la vitesse de chute des gouttes de pluie, la circulation de l'eau dans les rivières et même la façon dont les sols retiennent l'humidité sont semblables à ce qu'on connaît. Les nuages se forment à des hauteurs compatibles avec des précipitations efficaces. Même la croissance des végétaux et la forme des fleurs ou des arbres, si jamais ils s'en forment, seraient proches du schéma qu'on observe chez nous. Si la gravité avait été très différente, les conséquences auraient été énormes. Sur une planète avec 2 fois la gravité de la Terre, les êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux, devraient être faits différemment pour survivre et se déplacer. Les animaux seraient probablement plus massifs, avec des membres robustes et un centre de gravité plus bas pour éviter de se blesser en tombant. Les plantes auraient peut-être des tiges plus courtes ou des formes ramassées pour ne pas s'effondrer sous leur propre poids. À l'inverse, avec une gravité plus faible, la croissance verticale serait plus facile. On pourrait théoriquement avoir des forêts plus hautes, des animaux aux membres allongés ou des modes de déplacement inédits. Mais ici, la gravité modérée observée suppose un potentiel de développement biologique très large, dans une gamme assez familière. Ensuite, il y a la question du rythme des journées, et là, ça devient tout aussi intéressant. D'après les mesures d'ombre et de lumière sur la surface et certaines modélisations orbitales, la journée sur cette planète durerait entre 23 et 26 heures, une oscillation infime par rapport à la journée terrestre. Ce détail, qui semble anodin, est en fait un facteur déterminant pour l'apparition et le maintien de rythmes biologiques. Sur Terre, l'alternance de lumière et de nuit, le cycle circadien, a guidé l'évolution de toutes les espèces. La floraison, le sommeil, la chasse, la migration, tout est réglé sur ce tempo. Sur la planète en question, ce rythme serait naturellement intégré à la biologie locale, autorisant venue et disparition de lumière dans une fourchette très gérable pour le développement de cycles vitaux. Ce type de régularité rend plus facile la prévision des saisons et la création d'écosystèmes stables, car les plantes et les animaux n'ont pas à inventer de stratégies totalement nouvelles pour supporter une obscurité continue ou une chaleur sans fin pendant des semaines. Dans d'autres systèmes solaires, par exemple avec des planètes synchrones, où un même côté est toujours tourné vers son étoile, comme la Lune, vis-à-vis de la Terre, le problème de la température serait critique. Face éclairée brûlante, face nocturne gelée. Ici, ce n'est pas le cas. La planète tourne, les journées s'alternent, ce qui permet une homogénéité climatique, des écarts de température limités, la formation de vents, de courants marins et un brassage constant indispensable à la redistribution de la chaleur et de la vie. Mais ce n'est pas tout. Le rythme du jour influence aussi les marées et donc la dynamique océanique si la planète possède un ou plusieurs satellites naturels. Même sans preuve visuelle d'une lune, certains indices dans la modulation des spectres atmosphériques laissent supposer que des mini-marées existent. Cela laisse la place à un renouvellement permanent de l'eau sur les côtes, favorisant le mélange de nutriments et la possibilité d'avoir des zones intertidales riches et vivantes, un peu à l'image de nos estuaires. Ce renouvellement naturel couplé à une gravité adaptée a sûrement eu un impact crucial sur la façon dont la vie a pu s'installer puis évoluer, que ce soit dans l'eau ou sur Terre. Autre point rarement mis en avant, mais qui est pourtant central, c'est l'effet indirect de la gravité sur la physionomie des reliefs et la circulation des masses d'air.
Une gravité soutenue induit davantage d'érosion, des rivières plus rapides, des plaines alluviales bien dessinées et des montagnes qui, à cause d'une pression élevée, seraient plus basses par rapport à la croûte sous-jacente. Cela joue sur la formation d'écosystèmes différents et influence la présence de microclimats. Une gravité moindre, elle, permet la création de reliefs plus spectaculaires et de montagnes plus hautes. Mais là, sur cette planète, les reliefs seraient donc modérés, plutôt dans l'échelle de ce qu'on observe sur Terre. La forme et la stabilité des grandes masses d'eau dépendent aussi de la gravité. Avec une force bien calibrée, les océans retiennent leur place. Les rivières s'écoulent en respectant la topographie et les cycles météorologiques restent cohérents. Ce que cette régularité implique pour le vivant, c'est aussi une adaptation des stratégies de survie et de reproduction. Par exemple, la régularité des cycles lumineux favorise la synchronisation des floraisons, des migrations ou des périodes de reproduction, tout comme c'est le cas sur Terre avec la marée, la lune et les saisons. Les plantes, les animaux et même les micro-organismes auraient pu évoluer pour tirer parti d'un jour bien défini, avec des stratégies de dormance, d'activité ou de pollinisation calées sur ce rythme presque identique au nôtre. Il faut aussi mentionner la question des saisons. Quand la durée du jour et de la nuit reste stable sur toute une année, cela donne une base propice à la différenciation saisonnière par l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation. Et sur cette exoplanète, les analyses montrent un axe incliné qui évoque fortement celui de la Terre. Avec cette inclinaison, on obtient des saisons modérées. Pas de bascule brutale d'un été brûlant à un hiver polaire, mais de vraies transitions, permettant à la biosphère de s'adapter progressivement. Ce scénario encourage l'apparition de régions tempérées, de forêts, de prairies alternant selon la latitude, un peu comme les grandes zones climatiques terrestres. Les implications se font sentir jusque dans la chimie de l'air. Avec une planète à la gravité stable et aux journées équilibrées, les phénomènes de convection, ces mouvements d'air chaud qui montent, frais qui descendent, ressemblent à ceux de la Terre. Cela crée des cellules de circulation atmosphérique, les grandes bandes de nuages, les anticyclones, les zones de tempête, qui contribuent à mélanger les gaz, transporter l'humidité, former les précipitations et assurer un cycle de l'eau tonique et homogène. Ces éléments créent un climat qui n'est ni trop figé ni trop chaotique, favorisant la diversité biologique. Un autre aspect auquel on ne pense pas au premier abord, c'est la façon dont la gravité et la durée du jour influencent directement la croissance et l'organisation des organismes, même au niveau cellulaire. Par exemple, certaines réactions chimiques clés dans les cellules végétales et animales dépendent de la gravité pour fonctionner efficacement, notamment tout ce qui concerne la circulation des liquides, le transport des nutriments, la division cellulaire et la formation des structures de soutien. Sur cette planète, la constance de la gravité assure la stabilité de ces processus, évitant des adaptations trop radicales. En ce qui concerne les civilisations intelligentes, si jamais elles apparaissaient, la stabilité de la gravité et la régularité du cycle jour-nuit pourraient avoir aussi un impact majeur sur leur structuration sociale. Des journées trop longues entraîneraient des rythmes de vie très différents, avec peut-être des hibernations ou des phases d'activité fractionnées. Avec un jour d'une durée comparable à celui de la Terre, le mode de vie quotidien de n'importe quelle société aurait une logique de cycle, des horaires fixes, une notion claire du temps et un rapport au calendrier proche du nôtre. Les cultures pourraient se développer autour des mêmes repères temporels, organiser l'agriculture, l'élevage, la chasse, les rituels ou la navigation avec des saisons et des journées prévisibles et régulières. Même les technologies évolueraient différemment selon la gravité et la durée des jours. Les constructions, la mécanique, les moyens de déplacement sont liés à la pesanteur locale. Sur cette exoplanète, rien ne s'opposerait au développement de structures hautes, de véhicules terrestres équilibrés ou d'engins évolués, car les matériaux subissent des pressions proches de ce qu'on connaît. Cela pourrait influencer la taille des bâtiments ou la façon d'utiliser les ressources naturelles, comme le bois, la pierre ou les minerais qui se comporteraient normalement. Si l'on se tourne vers les océans et leur dynamique, la gravité et la fréquence des jours affectent profondément la circulation des courants, le mélange des profondeurs et le brassage des nutriments. Avec des marées régulières, un cycle jour-nuit prévisible et une énergie limitée à chaque nouvelle aube, les couches océaniques peuvent se renouveler sans arrêt, créant un environnement riche pour l'apparition de la vie marine. On sait que sur Terre, la biodiversité explose dans les zones intertidales et les forêts côtières, là où la mer et la terre se mêlent sous l'action de la gravité et de la rotation. Les mêmes processus pourraient être attendus ici, avec une gravité gérant harmonieusement la séparation entre terres et océans.
En résumé, c'est une sorte d'équilibre global qui ressort de l'étude de cette planète. Une gravité ni trop forte ni trop faible, une durée du jour quasi identique à la Terre, des saisons marquées mais pas violentes, une alternance lumière-obscurité régulière, un cycle de marée prévisible et une structure climatique comparable à notre meilleure référence connue. Cela fait que, sur cette planète, la vie même complexe, mobile, variée, pourrait se développer sans contraintes majeures liées à la pesanteur ou à l'ordre du temps. Ce tableau encourageant montre l'intérêt de regarder de près non seulement l'eau ou l'atmosphère, mais aussi les paramètres dynamiques, comme la gravité et la durée de la journée. Sans eux, même la meilleure zone habitable du cosmos serait beaucoup moins accueillante pour le vivant. Quand toutes ces conditions sont réunies, on comprend pourquoi cette planète figure tout en haut des listes de mondes prometteurs à explorer, et pourquoi les probabilités de trouver là-bas une vie stable, évoluée et adaptable paraissent si élevées aujourd'hui dans les rapports des astronomes qui travaillent avec le James Webb. Avec cet équilibre remarquable de gravité et de cycle jour-nuit presque familier, l'intérêt se porte tout naturellement sur ce que ce monde pourrait offrir à l'œil, ses océans, ses ciels et ses paysages variés. Les données transmises par le James Webb, enrichies et croisées avec les modèles actuels, donnent aujourd'hui des indices visuels et chimiques qui laissent deviner des scènes vraiment inédites pour notre imaginaire. C'est cette fois, à travers l'aspect du terrain, l'étendue des mers, la nature de l'air et même la diversité des couleurs possibles qu'on commence à dresser un portrait vivant de cette planète. Pour ceux qui se passionnent pour la biologie autant que pour la géologie ou qui rêvent simplement d'apercevoir un autre horizon, ces détails sont presque fascinants tant ils sortent de ce à quoi on est habitué sur Terre. On sait, grâce à la spectroscopie et aux mesures de réflectivité, qu'une grande part de la surface de cette planète est couverte par des océans. C'est un point crucial, car l'eau liquide est à la base des écosystèmes les plus féconds. Ce qui est remarquable ici, ce n'est pas seulement la présence d'eau, mais la taille des étendues marines, estimées par les signaux captés. Sur Terre, les océans couvrent un peu plus de 70% de la surface. Là-bas, les calculs montrent des chiffres similaires, voire dans certaines régions des mers intérieures qui rappellent nos propres archipels du Pacifique. On distingue déjà que ces océans pourraient être bien plus profonds à certains endroits, car la gravité légèrement supérieure compense la pression, permettant de plus grandes fosses sans effondrement du relief sous-marin. La question de la couleur de ces océans intrigue particulièrement les scientifiques. Les spectres révèlent une dominante bleu-verte, mais avec des variations inédites. Il y a des signatures chimiques, compatibles avec la présence de minéraux dissous et de cycles organiques différents. En clair, l'eau ne serait pas tout à fait comme celle du Pacifique ou de l'Atlantique. Certains pics dans les relevés laissent penser à une forte présence de fer, de manganèse, ou même d'éléments exotiques inconnus ici dans de telles quantités, ce qui influerait sur les reflets de la lumière. Selon les modèles, certains secteurs pourraient avoir des teintes turquoises ou même vert émeraude, façon mer de Sulu sur Terre, alors que d'autres, riches en plancton, seraient d'un bleu très profond, presque indigo aux heures de la journée où la lumière est plus oblique. Les scientifiques trouvent aussi des indices d'interaction entre l'eau et l'atmosphère locale assez remarquables. Par exemple, on a détecté par effet de spectre des nuages particulièrement denses, formés à partir de l'évaporation rapide au-dessus de vastes océans tropicaux. Les systèmes nuageux y seraient apparemment massifs et hauts, avec une constitution différente. Les gouttelettes et cristaux semblent plus petits que ceux trouvés dans les nuages terrestres, et ils réfléchissent la lumière différemment, créant des nuances qui pourraient donner au ciel l'aspect d'un crépuscule presque permanent dans certains coins du globe. Des modèles sont en train d'évaluer la possibilité de halos colorés, de couches nuageuses superposées qui filtreraient la lumière comme à travers un vitrail. Ce n'est pas juste une question esthétique, puisque ces structures nuageuses régulent la température, protègent la surface des pics de chaleur et créent des climats locaux variés, propices à une multitude de niches écologiques. L'atmosphère elle-même joue un rôle de filtre, donnant au ciel des couleurs étonnantes selon les saisons et la latitude. Les observations du James Webb indiquent la présence de particules fines, peut-être des poussières volcaniques ou des aérosols organiques issus de cycles autres que ceux du carbone. Ce mélange donne à la lumière un aspect plus doré ou cuivré, rendant le coucher du soleil particulièrement intense, presque rouge sang ou orange vif à certains moments de l'année.
Sous certains angles, on suppose même qu'il pourrait y avoir des nuits au ciel légèrement violacées à cause de la diffusion de certaines molécules légères qui ne sont pas présentes sur notre planète en tellement grande quantité. En plus de ces phénomènes lumineux, il existe des données qui suggèrent l'existence de pluies, parfois acides dans les zones volcaniques ou plus douces autour des océans à faible teneur en minéraux dissous. Les pluies peuvent être extrêmement fines, comme une brume, ce qui change la perception des saisons et donne des régions perpétuellement couvertes de brouillard ou de ciel voilé. Autour des grandes masses d'eau, les cycles des vents semblent plus puissants que sur Terre. Cela façonne des vagues massives, probablement plus hautes dans certaines zones, avec des événements extrêmes comme des tempêtes ou des cyclones qui agitent régulièrement la surface océanique. Les marées seraient modérées mais régulières, créant des zones d'estran large où l'eau monte et descend lentement, favorisant le développement de biotopes intermédiaires très riches. En s'intéressant de près aux terres émergées, on découvre une diversité géologique inattendue. Certaines zones, d'après la façon dont elles réfléchissent la lumière, semblent couvertes d'un genre de surface basaltique foncée, possible indication d'un volcanisme actif encore présent. D'autres sont parsemées de dépôts minéraux qui pourraient donner au sol une couleur tirant sur l'ocre, le jaune ou même le violet, selon la concentration de certains oxydes particuliers. Les plaines, elles, pourraient être tapissées d'une végétation basse ou de structures qui, sans être des plantes telles qu'on les connaît, rempliraient un rôle similaire: absorber l'énergie solaire, stocker l'eau, fixer les sols et participer au cycle de la matière organique. Tout porte à croire que cette végétation aurait développé des couleurs inédites, des nuances de rouge sombre ou d'orange, évolution due à un spectre lumineux différent reçu de l'étoile locale. Au lieu du vert chlorophyllien principalement dominant sur Terre, on pourrait donc se retrouver face à des forêts rougeâtres ou mordorées, capables de mieux exploiter la lumière pour transformer le carbone en énergie. Les montagnes, qui semblent moins hautes en moyenne à cause de la gravité légèrement supérieure, formeraient de longues chaînes visibles à l'horizon, en particulier dans les régions tempérées du globe. Certaines images traitées par les chercheurs révèlent des ombres portées inhabituelles, signes d'arêtes abruptes et de plateaux étendus entrecoupés de vallées larges où des rivières sinueuses pourraient serpenter lentement jusque dans la mer. Les cours d'eau y seraient alimentés par la fonte de neige saisonnière sur les sommets ou par des précipitations régulières, mais pas forcément abondantes. On parle plutôt de rivières larges et peu profondes, de deltas brumeux, de lagunes où la sédimentation créerait des zones marécageuses propices à des formes de vie très diverses, si elles existent effectivement. Là où la planète montre clairement sa différence, c'est dans les contrastes de température au sol. Les deltas proches de l'équateur peuvent présenter des températures estivales autour de 30 degrés Celsius, tandis que certaines régions polaires restent en permanence entre 0 et moins 10 degrés, mais jamais des extrêmes comme sur la Terre. Cela favorise l'existence de paysages originaux, forêts denses qui persistent même près des pôles, plaines couvertes de brume en quasi-permanence, déserts minéraux qui s'étendent surtout là où les vents ne permettent pas à la végétation ou aux micro-organismes de se fixer. Dans les cieux, autre caractéristique frappante, l'étoile principale n'est pas seule à éclairer la planète. Les modèles suggèrent qu'un système à 2 étoiles, une principale, légèrement plus chaude que le Soleil, accompagnée d'une naine plus froide, pourrait exister. Par conséquent, les levées et couchers de soleil prennent des couleurs beaucoup plus riches, avec la possibilité d'ombres doubles, des diffractions lumineuses inconnues sur Terre et des moments de la journée où la clarté change radicalement en à peine une dizaine de minutes. Lors des événements de synchronisation entre étoiles, certaines régions bénéficient d'une lumière rasante durant une grande partie du jour, ce qui transforme totalement le paysage et incite à penser que la vie locale, si elle existe, a dû développer une photoperception spécifique à ce mélange de spectres lumineux variés. Pour les amateurs de phénomènes optiques, la planète serait un terrain de jeu extraordinaire. On soupçonne que la chimie de l'atmosphère permettrait, avec la condensation de certains aérosols, des arcs-en-ciel multipliés, plus larges ou aux couleurs différentes selon la taille des gouttes dans les nuages. Les aurores pourraient être fréquentes, particulièrement aux pôles où le champ magnétique, s'il existe comme on le suppose, dévie les particules chargées issues du vent stellaire. Ce serait un spectacle naturel régulier, avec des voiles colorées tendus sur des dizaines de kilomètres, illuminant la nuit d'une lumière diffuse bleue ou verte pâle. En termes d'érosion et de modelage du relief, les tempêtes de vent pourraient jouer un rôle aussi important que sur Mars pour sculpter la surface.
Les relevés suggèrent des formations de dunes d'une taille impressionnante, des canyons abrasés par le vent et le sable, voire des parcours de roches mobiles dans les régions les plus sèches. Avec une humidité atmosphérique supérieure, il y aurait aussi une prolifération de lichens ou d'organismes équivalents, capables de coloniser la roche nue et de participer à la transformation chimique de la surface, un processus observé sur Terre dans les zones extrêmes du Grand Nord ou des déserts andins. Pour finir, le cycle des saisons, qui reste comparable à celui de la Terre, transforme ces paysages lentement mais visiblement. Les basses terres se couvrent brusquement d'une brume dense au printemps, les forêts basculent du rouge au doré à mesure que la lumière change, et les océans reflètent plus d'éclat turquoise à la saison sèche, alors qu'en période de précipitation, ils virent presque au gris-vert. Tout ce brassage crée des contrastes forts entre régions arides, marécageuses, tempérées et polaires. Les chaînes alimentaires, si des êtres vivants s'y trouvent, seraient très dynamiques. Elles dépendraient fortement de la lumière, des précipitations et de la richesse minérale issue des profondeurs océaniques et des montagnes. L'image d'ensemble qui se dessine montre un monde ni totalement étranger, ni totalement familier. Les océans sont vastes, changeants. Les ciels offrent des spectacles colorés et les terres émergées sont assez variées pour accueillir toute une gamme de climats, de phénomènes naturels, d'écosystèmes complexes. Pour qui rêve d'exploration ou s'interroge sur les formes de vie ailleurs, c'est sans doute ce type d'environnement, à la fois étonnant et plausible, qui donne le plus envie d'en savoir plus sur ce que la diversité planétaire peut recéler au-delà de notre propre Terre. Quand on imagine le spectacle varié des océans, la lumière étrange des ciels et la multitude des reliefs d'une telle planète, les questions sur la vie prennent une dimension très concrète. Comment l'évolution aurait-elle façonné ses habitants ? Les conditions décrites jusqu'ici, entre températures tempérées, cycles réguliers, atmosphère riche en gaz multiples et présence confirmée d'eau, laissent la porte grande ouverte à des scénarios d'évolution très différents, ou même totalement inédits par rapport à ceux qu'on observe par ici sur Terre. Ce qui frappe, c'est d'abord le nombre de facteurs nouveaux qui pourraient pousser la vie à explorer des chemins autres que les nôtres. Par exemple, toute la base de la biologie terrestre repose sur le carbone et l'eau comme solvant principal. Mais là, avec des minéraux présents en proportions différentes, ainsi que des cycles de température légèrement plus stables, la vie aurait pu contourner certains obstacles ou privilégier d'autres réactions chimiques. D'ailleurs, quelques chercheurs avancent que, s'il y avait abondance locale de silice dans les sédiments des océans, certains processus biologiques pourraient être renforcés par des réactions silicatées inédites qui donnent des organismes avec des structures différentes, peut-être un squelette externe minéralisé distinct de la carapace des crustacés terrestres. En parlant de biologie, tu imagines peut-être automatiquement des espèces qui copient nos schémas du poisson à la plante verte en passant par l'oiseau. Mais sur une planète où la lumière est filtrée par une atmosphère pleine d'aérosols différents et où les couleurs du paysage varient, chaque forme de vie aurait pu développer une méthode d'utilisation de la lumière unique. Les structures responsables de la capture de l'énergie solaire n'auraient pas obligatoirement une coloration verte. Selon la composition du rayonnement reçu, on pourrait trouver des adaptations pour optimiser l'absorption d'autres longueurs d'onde menant à des êtres photosynthétiques, rouges, bruns ou même cuivrés. Des pigments distincts, peut-être plus résistants aux ultraviolets ou adaptés à un spectre lumineux combinant deux étoiles, auraient l'avantage dans la compétition pour la lumière. La planète, avec ses cycles marins intenses et ses vastes bancs nuageux, offrirait aussi des niches de vie que l'on n'observe pas forcément ici. Les premières formes de vie pourraient avoir commencé dans des milieux aquatiques, protégés des UV par une épaisse couche nuageuse et baignés de nutriments charriés par les marées et courants puissants. Les micro-organismes, souvent à la base de toute chaîne alimentaire, auraient pu évoluer avec des stratégies originales pour transférer l'énergie. Par exemple, en présence de minéraux inhabituels dans l'eau, il existerait des métabolismes reposant sur la réduction du soufre, des nitrates ou l'utilisation du fer à profusion, ce qui donne accès à des formes de vie aux couleurs et comportements très différents des bactéries bleues ou vertes terrestres. Le brassage intense de l'atmosphère, les précipitations fréquentes et la diversité des habitats offerts par rivières, deltas, forêts et hauts plateaux créeraient des écosystèmes superposés. Les premiers organismes à s'étendre hors de l'eau auraient sans doute privilégié des surfaces humides propices à la circulation des substances biochimiques. Les adaptations pourraient aller d'une membrane résistante à l'acide des pluies jusqu'à une structure cellulaire capable de broncher rapidement lors de la montée de certaines températures ou de pics de radiation lumineuse.
La diversité des couleurs de la végétation évoquée plus tôt ne serait alors que la partie émergée d'un bouillonnement intérieur de stratégies biochimiques. Du côté animal, la question de la gravité similaire à la Terre a son importance. Les organismes multicellulaires pourraient grandir selon des tailles comparables, ou même dépasser celles terrestres, si la disponibilité de l'oxygène ou d'autres gaz favorise un métabolisme rapide. Avec plus de dioxyde de carbone disponible par moment, certains animaux auraient pu développer des poumons ou des systèmes respiratoires capables de filtrer, stocker ou même transformer activement des gaz qui seraient toxiques pour nous. La diversité des reliefs, la variété de températures et de climat sur une même planète donnerait alors naissance à une grande hétérogénéité d'espèces, chacune spécialisée dans la conquête de quelques niches précises. Ceux qui vivent en haut des montagnes, peut-être plus trapus à cause du vent et du froid. Ceux des deltas tropicaux, peut-être plus rapides et légers pour migrer avec la montée des marées et les cycles saisonniers. Les spécialistes de l'évolution imaginent volontiers la présence de cycles biologiques synchronisés non seulement sur la longueur du jour, mais aussi sur l'alternance de deux étoiles, fournissant les périodes de lumière et d'obscurité. En fonction des spectres lumineux et du positionnement des soleils, certaines espèces pourraient réguler leurs activités, changer de coloration ou même ajuster leur métabolisme selon qu'elles vivent sous l'influence d'une lumière plus chaude ou d'une lumière atténuée. Des capteurs quantiques, chez quelques espèces, seraient même capables de voir dans des zones du spectre invisibles pour nous, percevant des signaux d'énergie très ténus. Un domaine peu exploré chez nous, mais qui deviendrait logique sur cette planète, c'est la communication par la lumière ou le magnétisme. Avec une atmosphère riche en particules, la visibilité peut tomber brutalement lors de certains épisodes climatiques. Il serait donc pratique, pour des espèces évoluées, de transmettre des signaux lumineux, des motifs de luminescence, des flashs de couleurs, des régions du corps adaptant le pigment pour signaler aux congénères des informations cruciales, danger, présence de nourriture, état de reproduction. Ce mode s'adapte à la variation rapide de la lumière disponible et permettrait une vie sociale complexe, vite évoluée dès les premières étapes du vivant. De la même façon, l'existence probable d'un champ magnétique pourrait favoriser une perception sensible des lignes de force du champ, au moins chez les espèces navigatrices ou migratrices. Du point de vue de la chaîne alimentaire, si des producteurs primaires, plantes, algues ou organismes photosynthétiques exotiques exploitent l'abondance minérale et la double lumière, l'énergie circulerait à travers des cycles variés. Les prédateurs pourraient développer des stratégies de camouflage, mais selon une logique de mimétisme de lumière plutôt que de forme. Les proies, elles, auraient des résistances inédites à certains gaz ou particules chimiques de l'air et pourraient régénérer des parties corporelles grâce à la profusion de molécules organiques différentes dans leur environnement. La pression de sélection viendrait autant du climat changeant que de la compétition pour la lumière ou pour l'eau durant les variations saisonnières. Une autre hypothèse, qui ne peut plus être exclue aujourd'hui, c'est la possibilité que la vie locale ne soit pas basée sur de grosses structures physiques, mais sur des organismes collectifs ou même sur des formes désassemblées, sortes de nuages bactériens flottant entre deux couches atmosphériques, colonisant les gouttelettes ou vivant en filaments dans les couches superficielles des océans. Le modèle de la vie planctonique à grande échelle s'adapte parfaitement à la chimie complexe de la planète, avec la capacité de capter l'énergie dans différents spectres lumineux, d'assimiler des éléments inorganiques et de migrer lentement via les courants atmosphériques ou marins. Une biomasse discrète pourrait dominer des régions entières, sans jamais former de forêts ou de masses visibles comme sur Terre. Là où la vie prendrait vraiment un autre visage, c'est dans son rapport au cycle planétaire. La rotation rapide des océans et la dynamique du climat imposent des périodes de floraison ou de migration très marquées. Les espèces auraient besoin d'être prêtes à s'adapter dès que les marées changent ou que l'intensité lumineuse varie. Cela pourrait produire des réponses biologiques spectaculaires, changements de taille, de teinte, de comportement, arrêt ou accélération du métabolisme, voire passage spontané de l'état actif à l'état dormant, proche de l'hibernation terrestre. Sur certains rivages exposés à des tempêtes ou à de fortes précipitations, la sélection naturelle privilégierait des organismes capables de se solidifier rapidement ou de se fixer pour ne pas être emportés.
Plus loin dans les terres, la brume permanente et la faible visibilité favoriseraient le développement d'organes sensoriels spécialisés, par exemple des vibrisses, des détecteurs de changement de pression atmosphérique ou des organes électriques pour la reconnaissance du territoire et l'orientation malgré le brouillard. La spécialisation rapide de la vie selon la qualité de la lumière, la variation de l'humidité ou la configuration des vents lui permettrait d'occuper tous les territoires, des plus humides et sombres aux zones exposées sur les plateaux ou les pentes montagneuses. Les cycles chimiques pourraient aussi déterminer le type de molécules de stockage de l'énergie privilégiée. Plutôt que d'utiliser du glycogène ou des lipides, comme sur notre planète, certaines espèces pourraient accumuler des molécules à base de silicium, de soufre ou de phosphate, plus efficaces dans un environnement minéral. Les substances toxiques pour la biologie terrestre deviendraient peut-être la base des chaînes alimentaires locales, favorisant une grande diversité de formes de métabolisme. La question de la reproduction soulève aussi des scénarios inattendus. Là où la stabilité du climat favorise chez nous des phases bien définies de reproduction avec un développement lent, une météo instable et un jour parfois influencé par plusieurs soleils imposeraient des adaptations. Par exemple, les espèces pourraient multiplier leurs cycles en réponse à la luminosité ou pratiquer des stratégies de reproduction explosives dès qu'une marée particulière, un orage ou un changement brutal de température se produit. Cela créerait une temporalité différente de celle observée sur la Terre avec des générations plus courtes ou des regroupements massifs lors des périodes optimales. Il ne faut pas sous-estimer l'impact des interactions entre organismes, favorisées par les cycles de nutriments apportés par les vents et les eaux. Des symbioses inédites pourraient émerger avec des groupes d'espèces partageant des ressources en échangeant signaux ou substances chimiques pour survivre à des conditions météo extrêmes ou à de longues périodes de calme plat. Certains chercheurs pensent même qu'un environnement aussi dynamique pourrait accélérer les mutations et favoriser l'apparition de lignées très résistantes ou au contraire très éphémères, renouvelant sans cesse la biodiversité. Du côté des formes de vie dites intelligentes, la question reste ouverte. Sur une planète où le défi principal serait peut-être la gestion de la lumière, de la température et des substances chimiques de l'air, l'intelligence pourrait se traduire par la maîtrise des cycles, l'adaptation collective ou l'élaboration de stratégies pour anticiper les changements climatiques. Les espèces avancées, si elles apparaissent, auraient probablement des sens adaptés pour lire très finement l'environnement, des outils pour manipuler la lumière, le feu, l'eau et une grande flexibilité dans l'organisation de leur société. Au total, l'écosystème de cette planète serait probablement très dynamique, présentant une succession de niches à exploiter, chacune avec ses propres règles et contraintes. La richesse biologique n'aurait aucune raison d'être inférieure à celle de la Terre. Au contraire, avec la diversité des milieux, le double ensoleillement, les océans vastes et les cycles climatiques complexes, le résultat serait sans doute une palette d'espèces, d'organisations et d'innovations vivantes que notre planète ne connaîtra jamais. C'est donc dans ce contexte riche en possibilités, loin du simple copier-coller de la biologie terrestre, que les astronomes et les biologistes imaginent les évolutions possibles sur cette planète dotée d'autant de chances d'abriter la vie. L'essentiel reste de garder l'esprit ouvert face à ces scénarios et de se préparer à des surprises réelles si jamais on met un jour la main sur un signal venu de là-bas ou sur un indice direct du passage d'organismes adaptés à cet environnement unique. Imaginer tout l'éventail d'organismes possibles sur un autre monde, c'est passionnant, mais cette perspective soulève aussi énormément d'enjeux pour notre propre science ici sur Terre. Et au-delà d'une simple question biologique, on découvre que la confirmation d'une planète présentant 96,8% de chances de vie bouleverse presque tous les domaines. La recherche en laboratoire, les modèles théoriques, la chimie, mais aussi nos débats sur la nature du vivant, la diffusion des connaissances et jusqu'aux discussions de tous les jours dans la société. Pour ceux qui travaillent dans le monde scientifique, l'annonce d'une telle probabilité marque un tournant. Et ça se remarque déjà dans la façon dont les équipes organisent leurs recherches et investissent dans de nouveaux outils pour décrypter le mystérieux code de la vie ailleurs. L'exemple de cette exoplanète quasiment jonchée de conditions favorables a remis au centre la question des limites de la vie telle qu'on la définit. Dans les laboratoires, de plus en plus de chercheurs s'empressent d'étudier les extrémophiles, ces organismes terrestres qui vivent dans des conditions a priori incompatibles avec la survie, bassins hyperacides, pression colossale, sécheresse extrême. On part du constat très direct que, si le modèle de vie sur la Terre a déjà prouvé une inventivité énorme, alors peut-être que des solutions inattendues ont fleuri ailleurs. Cette curiosité n'est pas cantonnée à la biologie.
La chimie des systèmes vivants, la physique de l'atmosphère et la géologie planétaire s'entremêlent dans les programmes actuels de recherche. Pour beaucoup de scientifiques, chaque nouvelle observation de James Webb n'est pas seulement une découverte en soi, mais une invitation à remettre à zéro certains cadres d'analyse ou à tester à grande échelle des hypothèses jusque-là considérées comme marginales. Concrètement, la grande nouveauté, c'est l'élargissement de la réflexion sur ce qui pourrait être un indice de vie. Jusqu'à récemment, la preuve d'une activité biologique devait passer par la détection de molécules spécifiques, oxygène, méthane, ozone ensemble dans une atmosphère stable. La découverte de mondes aussi prometteurs que celui examiné par James Webb oblige désormais à repenser toute la liste des biosignatures possibles. On comprend que, sous chacun des paramètres physiques nouveaux, pression, composition de l'air, cycle mixte de lumière, la biologie évolue différemment, et donc les marqueurs typiques du vivant ne sont plus forcément ceux qui prédominent ici. Pour la science, cela veut dire multiplier les protocoles, ouvrir la porte à l'inattendu, publier des modèles alternatifs et surtout comparer sans cesse avec la Terre pour bien distinguer ce qui relève du vivant et ce qui est purement chimique. Les implications se voient aussi dans la façon d'organiser les équipes et les projets. Il y a désormais des collaborations étroites entre astrophysiciens, biologistes, chimistes, mathématiciens. Par exemple, quand une planète comme celle-ci est ciblée, on croise des supercalculateurs de données télescopiques avec des simulations d'évolution, des cultures de bactéries poussées dans des conditions farfelues et même des tests de comportement en microgravité. La publication, l'accès aux données, les débats dans les congrès prennent eux aussi une nouvelle tournure. On ne discute plus les découvertes de façon isolée, chaque secteur doit justifier ses critères, affiner ses outils, s'adapter si une observation tombe dehors du cadre habituel. Du côté de l'enseignement, le choc de cette découverte commence à se ressentir dans les programmes scolaires et universitaires. À partir de 2024, de plus en plus de cours intègrent des modules sur la diversité potentielle de la vie extraterrestre. On apprend à analyser les atmosphères, à simuler l'évolution dans des contextes extrêmes, à manipuler des logiciels qui reproduisent les observations des télescopes spatiaux. Cela attire une génération entière d'étudiants qui, motivés par l'actualité, se projettent déjà dans des carrières croisées entre sciences dures et exploration spatiale. Les concours scientifiques, les clubs de recherche d'écoles secondaires s'organisent pour suivre en direct les prochaines étapes du James Webb ou d'autres programmes de détection. À l'échelle médiatique et sociale, le débat sur la définition même de la vie voit ressurgir d'anciennes questions, et pas seulement dans des cercles académiques. Il y a par exemple la discussion sur ce qui distingue un organisme vivant d'une machine complexe, ou sur la notion même de conscience. La nouvelle planète, avec son écosystème hypothétique, force à revoir la frontière entre le vivant, le dormant, l'inerte ou l'autoreproductif. Les sociétés savantes, les comités d'éthique, mais aussi de simples groupes de discussion familiales ou sur les réseaux sociaux s'approprient ces sujets. On trouve des débats sur le danger d'appliquer nos propres critères anthropocentrés, c'est-à-dire centrés sur l'humain, à ce qu'on observe ailleurs. À partir de quand considère-t-on qu'un assemblage de molécules forme un être ? Faut-il des émotions, un cortex, de la communication? Rien n'est tranché, mais la question circule partout. Les scientifiques eux-mêmes se montrent de plus en plus prudents et font preuve d'un scepticisme méthodique. Ce n'est plus l'époque où la présence d'eau seule suffisait à exciter tout le monde. Désormais, chaque signature suspecte, chaque trace de gaz inhabituel est passée au crible, car personne ne veut rallumer les controverses qui ont agité la recherche lors de la pseudo-découverte de micro-organismes sur Mars à la fin du XXe siècle. Il y a donc une exigence d'hyperpreuve, avec demande d'observation croisée, de répétition sur plusieurs années, et si possible de calcul de la probabilité que le signal soit d'origine naturelle ou lié à un processus biotique. Cette rigueur n'empêche pas l'enthousiasme, elle l'encadre. Les instituts, les agences, les équipes partagent les données, s'empêchent de tirer des conclusions hâtives, mais se tiennent prêtes à changer rapidement de paradigme si d'autres indices convergent. D'un point de vue strictement scientifique, la découverte d'une planète tellement prometteuse force aussi à simplifier ou à clarifier certains anciens débats. Jusque-là, les modèles sur la fréquence de la vie dans l'univers reposaient sur l'équation de Drake, des estimations statistiques et beaucoup de spéculations. Le James Webb apporte des mesures concrètes qui réduisent les marges d'erreur et donnent enfin un terrain solide pour débattre.
Depuis 2023, plusieurs papiers proposent une réécriture partielle des modèles d'apparition de la vie basés sur les données réelles d'atmosphère, d'énergie et de chimie planétaire. Cela aiguise la compétition, chacun voulant affiner son modèle et vérifier ses prévisions face à la réalité des spectres observés sur plusieurs mondes par la NASA et les collaborations européennes ou asiatiques. Au final, le bouleversement ne s'arrête pas à la science pure. Les discussions se déplacent aussi sur la place de l'humanité dans le cosmos. La confirmation même indirecte d'organismes ailleurs force à s'interroger sur le caractère spécial ou ordinaire de la Terre. S'il existe d'autres lieux où la vie se développe spontanément, alors la vision de notre planète comme seule oasis devient obsolète. Cela influence le dialogue avec d'autres disciplines, comme la philosophie, l'anthropologie et même les religions. Des questions aussi anciennes que « avons-nous un destin singulier ?» ou « sommes-nous des produits ordinaires de l'évolution cosmique ?» ressurgissent dans tous les milieux culturels. Certains collectifs religieux accueillent ces découvertes dans l'ouverture, y voyant une confirmation de la complexité du vivant. D'autres s'en inquiètent ou réclament des discussions plus larges avant d'intégrer ces éléments nouveaux dans leur dogme ou leur spiritualité. La législation et les politiques de recherche sont également affectées. Avec de telles probabilités de vie ailleurs, les agences spatiales, les organisations internationales, les comités sur l'éthique de l'exobiologie élaborent de nouveaux protocoles pour la protection des mondes potentiellement habités. On débat déjà sur la nécessité de respecter une forme de protection planétaire, c'est-à-dire limiter toute contamination venue de la Terre, éviter d'artificialiser ou de perturber involontairement un écosystème local. De nouvelles règles sont en discussion depuis 2023. Elles pourraient interdire l'envoi de certaines capsules ou obliger à des techniques de stérilisation beaucoup plus strictes dans tous les programmes de mission spatiale. Si on zoome du côté de la recherche chimique et biologique, l'essor de la question « quelles molécules trahirent la vie ?» relance une série d'expériences de laboratoire qui n'a plus été aussi dynamique depuis les années 60. Les chimistes cherchent à reproduire en éprouvette des conditions proches de celles perçues sur les exoplanètes candidates, avec les bons mélanges de gaz, d'énergie et de catalyseurs. Il y a des initiatives récentes pour essayer de synthétiser des cycles chimiques alternatifs. Peut-on obtenir un métabolisme énergétique basé sur l'ammoniac ou sur des oxydes de fer comme on pense en déceler ailleurs ? Partout, la course est lancée pour élargir notre catalogue des possibles et anticiper, avant même le moindre contact, à quel type d'organisme ou de structure il faudrait s'attendre en analysant un échantillon de sol venu d'une autre planète. Les récompenses sont aussi sociales. Le financement de la recherche scientifique a connu depuis 2022 une hausse significative, notamment pour les laboratoires universitaires spécialisés en astrobiologie. Les résultats du James Webb servent désormais de référence pour allouer des budgets vers les thèmes jugés d'actualité, cycle de la vie, atmosphères exotiques, génétique comparée, analyse de nouveaux pigments, comportement collectif des colonies bactériennes, etc. Cette dynamique attire de nouveaux acteurs, des jeunes chercheurs, mais aussi des ingénieurs, des responsables de données et même des spécialistes en intelligence artificielle pour l'analyse croisée des milliards de signaux enregistrés. Il faut aussi parler de la culture scientifique grand public. La popularité des vidéos sur la vie extraterrestre et l'astrobiologie a explosé. Le nombre de livres, podcasts, émissions, documentaires sur ce sujet a triplé depuis ces 5 dernières années. Les musées adaptent leurs expositions. Les sujets de concours scolaires parlent des mondes lointains et les médias généralistes évoquent régulièrement les débats scientifiques, les discussions éthiques ou les dernières trouvailles du télescope James Webb. Cela a un impact très positif sur la compréhension globale de ce qu'est la méthode scientifique. Le commun des mortels voit que, loin de fonctionner sur simple croyance, la science progresse par vérification, échange, doute et correction permanente. Mais même avec toute cette effervescence, les chercheurs restent lucides. La prudence domine dans toutes les annonces et la méthodologie scientifique garde la priorité. On cherche à éviter tout emballement inutile. La possibilité que l'on se trompe ou que des phénomènes inconnus produisent des signaux similaires à ceux de la vie est systématiquement rappelée à chaque débat. Certains scientifiques insistent. Il faudra sûrement des années, voire des décennies, avant de pouvoir trancher sans ambiguïté.
La majorité attend des séries longues de données, des confirmations croisées, en cumulant observations du James Webb, modélisation avancée et, pourquoi pas un jour, retour de sondes automatiques sur le terrain. Ce qui distingue cette période, c'est que les implications sont tout sauf limitées à un seul domaine. Toute la structure actuelle de la science, des universités aux agences spatiales, des manuels scolaires à la culture populaire, en passant par la recherche interdisciplinaire et la politique de l'innovation, se trouve réorientée par la simple possibilité tangible d'une autre biosphère. La découverte ne relève plus du fantasme ou de l'exceptionnel, elle devient un point de départ pour une vision renouvelée de nos priorités, de nos hypothèses, et même des outils à inventer pour aller plus loin. Il y a là une vraie opportunité collective, pousser chaque discipline à sortir de sa bulle, à collaborer, à partager les résultats et à adapter en continu la grille d'analyse face à l'inconnu. Finalement, la probabilité très élevée d'une vie sur une autre planète met la communauté scientifique, mais aussi l'ensemble de la société devant une phase d'apprentissage inédite. On ajuste, on actualise, on débat, tout en préparant déjà la prochaine question, non plus « y a-t-il de la vie ailleurs ?», mais bien « comment la reconnaître, comment dialoguer, comment comprendre un écosystème radicalement différent ?» C'est cette dynamique vivante et en perpétuelle évolution qui façonne la science d'aujourd'hui, au rythme des découvertes du James Webb et des retombées dans le monde entier. Après tout ce bouleversement dans le monde scientifique, la question qui s'impose naturellement concerne les suites concrètes. Qu'est-ce que la découverte d'une planète recensant 96,8% de chances d'abriter la vie va réellement changer dans la façon dont les humains prévoient d'explorer l'espace ? Juste après la validation d'une telle probabilité, l'enjeu n'est plus de spéculer sur l'existence de la vie ailleurs, mais bien de comprendre comment s'organise l'investigation sur le terrain, les campagnes de détection et toutes les nouvelles étapes qui naissent de cette trouvaille. Les agences spatiales, les laboratoires et même les entreprises privées réajustent leurs objectifs. L'exploration humaine prend alors une saveur très concrète, beaucoup moins théorique qu'avant, car pour la première fois, on pourrait vraiment viser un monde dont l'étude risque de bouleverser notre vision de la biologie. Dès l'annonce publique des données du James Webb, toute la communauté spatiale a redéfini ses priorités. Du côté des agences comme la NASA, l'Agence spatiale européenne ou même certaines unités chinoises, japonaises, indiennes et russes, le mot d'ordre est devenu la préparation d'étapes successives pour aller plus loin dans la confirmation des indices recueillis à distance. Entre le James Webb, qui capte pour l'instant la lumière des atmosphères à des centaines d'années-lumière, et la volonté d'un contact plus direct, il existe une série d'étapes technoscientifiques incontournables. La première concerne la construction, sur Terre, de nouveaux instruments capables de compléter ou d'affiner les observations du James Webb. Bien sûr, la spectroscopie infrarouge a fait des merveilles, mais pour valider totalement la présence de processus biologiques actifs, on veut capter plus de détails. D'autres télescopes géants, au sol ou en orbite, sont donc sur les rails. En Europe, le projet du télescope géant européen, qui devrait être opérationnel à l'horizon 2027, est déjà pensé en complément des résultats du James Webb. Les Américains accélèrent le calendrier du projet ABEX et envisagent la possibilité d'un satellite compagnon capable d'analyser la polarisation de la lumière des exoplanètes pour distinguer la nature et la taille des particules ou la composition de leur surface. Parallèlement, il s'agit d'imaginer des modes d'observation capables de franchir la dernière barrière du contact à distance. Cela passe par des initiatives pour détecter des signaux radio éventuels, repérer des biosignatures dans le rayonnement naturel, ou même imaginer des messages codés à destination d'une intelligence extraterrestre qui pourrait s'y trouver. Certaines équipes reprennent les programmes SETI en adaptant leurs protocoles aux nouvelles cibles du James Webb. Le rythme s'intensifie, car il est dorénavant question d'adresser nos messages, ou d'écouter de façon dirigée, non plus de façon hasardeuse vers des milliards d'étoiles, mais précisément vers les systèmes où la vie paraît désormais la plus probable. L'autre grande perspective, à moyen terme, concerne l'envoi de sondes automatiques. Alors, soyons clairs, avec les moyens techniques actuels, envoyer un engin matériel vers une planète située, par exemple, à 100 années-lumière reste impossible dans des délais humains. Mais la communauté scientifique imagine déjà des robots sondeurs capables de franchir les distances à moindre coût énergétique, grâce à la propulsion photonique, à l'assistance gravitationnelle maximale ou à des petits satellites équipés de voiles solaires.
Dès 2023, plusieurs symposiums ont été consacrés aux stratégies pour développer de petites sondes capables de s'approcher, survoler à grande vitesse une exoplanète et transmettre des données basiques sur la composition, la météo et la géologie en complément des indices biomarqueurs relevés par spectroscopie. Une autre piste suivie avec sérieux, c'est la préparation de missions dites de retour d'échantillons sur des objets plus proches, à titre d'entraînement. Les succès sur Mars et les astéroïdes comme Ryugu ou Bennu sont vus comme des répétitions. Les ingénieurs perfectionnent les techniques de prélèvement, de stérilisation et d'analyse sur Terre pour être prêts. Le jour où une sonde pourrait, dans quelques siècles peut-être, prélever quelques grammes de sol ou d'atmosphère sur un monde distant. Cet apprentissage servira aussi à éviter la contamination croisée, c'est-à-dire empêcher d'introduire accidentellement de la vie terrestre là-bas ou de ramener un microbe exotique ici. Sur le plan des concepts, la découverte de biosphères probables relance toute la réflexion autour des plateformes de recherche spatiale avancées. L'idée circule déjà d'installer dans l'hémisphère opposé à l'orbite terrestre, vers 2 millions de kilomètres, des observatoires autonomes capables de tourner en continu autour du Soleil et de suivre en permanence les nouvelles exoplanètes détectées. Ces outils pourraient, grâce à l'intelligence artificielle et la robotique, autonomiser la surveillance et déclencher automatiquement des programmations d'observation au fil des variations atmosphériques, des éclipses et des changements d'orbite des planètes étudiées. Un autre domaine prend de plus en plus d'importance, la simulation en environnement contrôlé. Beaucoup de laboratoires internationaux coopèrent pour construire sur Terre des caissons et des chambres d'évolution, simulant la gravité, la température, la pression et la chimie précise des exoplanètes candidates. Ils y testent les comportements de bactéries, de lichens, de petits organismes animaux ou de plantes soumis à ces paramètres nouveaux. Ce travail expérimental vise à comprendre à quel rythme des espèces connues peuvent muter, survivre ou innover chimiquement face à des conditions aliens. Les résultats obtenus aident les équipes à affiner leurs modèles pour mieux détecter, dans les observations à distance, quel type de traces trahirait réellement une activité biologique et lesquelles relèvent simplement de la chimie géologique. En parallèle, le débat sur la suite à donner à l'exploration humaine connaît un vrai renouveau. Même si atteindre une planète lointaine reste aujourd'hui hors de portée, la question de missions humaines dans les systèmes les plus proches, comme Alpha Centauri ou les planètes autour de Proxima, est remise à l'ordre du jour. Les recherches sur la propulsion fusion, le voyage multigénérationnel ou même la pause cryogénique connaissent un regain de financement. On voit fleurir des projets de simulateurs de voyage spatial, destinés à prévoir comment de petits groupes humains s'adapteraient à des années, voire des décennies d'isolement, si jamais la technologie permettait de franchir ce cap dans le futur proche ou lointain. Cette dimension, encore de l'ordre du laboratoire, est prise au sérieux du fait de la rapidité avec laquelle les résultats du James Webb ont changé la donne scientifique. Au sein même du secteur spatial, les collaborations s'intensifient. Là où la compétition était parfois rude entre grandes agences nationales, l'enjeu d'une biosphère possible ailleurs pousse à ouvrir davantage les données, à partager les résultats d'observation, à standardiser les logiciels et les modes d'analyse. On prévoit par exemple dès l'année 2030 de grands réseaux de télescopes au sol, dispatchés entre continents, qui travailleront en relais permanent pour ne manquer aucun signal, aucune variation d'environnement ou de spectre jugé suspecte. La formation d'une nouvelle génération d'astronautes, scientifiques et ingénieurs autour des biosignatures et de la vie extraterrestre devient aussi un axe prioritaire. Les grandes universités, depuis 2023, intègrent des modules d'astrobiologie appliquée, des cours de génétique des extrémophiles et même des simulations d'écosystèmes exoplanétaires. On encourage dès les classes de lycée à se former à la programmation, à la gestion de gros volumes de données et à la modélisation. Ce sont ces compétences qui serviront à décortiquer l'inépuisable quantité d'informations attendues dans la décennie à venir. Un point technique crucial porte sur la transmission des données. Face à l'augmentation prévue du volume d'informations, la communauté travaille à développer des systèmes de communication ultra rapides, des méthodes de compression spécifiques pour les images et signaux lointains, et des récepteurs optiques capables de traiter dans des environnements à très faible bruit de fond. On envisage également d'équiper les prochaines générations de sondes de relais automatiques installées dans les parages de Jupiter ou même plus loin pour éviter les pertes et accélérer le retour des résultats vers la Terre.
S'ajoute à tous ces défis l'étape du développement de prototypes de robots explorateurs pour l'atterrissage sur d'éventuelles lunes, astéroïdes ou même planètes de notre propre système solaire qui pourraient servir de laboratoire d'apprentissage avant d'oser aller plus loin. Les ingénieurs travaillent à des plateformes capables d'adapter leur morphologie à la gravité locale, d'effectuer des analyses sur place et de transmettre les résultats sans intervention humaine. Les plans de petits laboratoires automatiques posés sur Mars ou sur les lunes glacées de Jupiter sont aujourd'hui vus comme des ébauches. L'objectif, à terme, est de pouvoir envoyer ces technologies améliorer la détection à distance ou, dans le cas le plus optimiste, établir un début de contact mécanique avec un site situé à plusieurs dizaines d'années-lumière. Du côté des institutions internationales, un débat majeur concerne l'élaboration de protocoles d'exploration et d'observation. Il s'agit d'établir des règles strictes pour le partage des résultats, la protection des mondes candidats à la vie et la prévention de tout risque d'ingérence. On anticipe déjà la création de traités mondiaux sur la non-intervention, la neutralité ou l'interdiction de coloniser des régions découvertes comme prometteuses. En coulisses, des conférences réunissent juristes, experts en éthique et responsables de missions pour rouvrir le dossier des grandes conventions spatiales qui n'avaient jamais prévu la très probable existence de la vie ailleurs. Dans le même temps, la notion de communication ciblée gagne du terrain. On réfléchit à développer de nouveaux langages mathématiques, des fichiers compressés ultra standards ou encore des émissions radio basées sur des schémas naturels pour maximiser la chance que d'éventuels organismes intelligents identifient la signature humaine. Cette idée n'est plus considérée comme relevant de la science-fiction, mais s'intègre peu à peu dans les lignes budgétaires de certains grands laboratoires. Le but avoué reste d'éviter tout malentendu, de préparer un catalogue d'informations facilement déchiffrable qui transmettrait la complexité humaine sans parti pris culturel ou religieux. Il y a enfin toute la question d'organiser à long terme le relais entre recherche pure et applications concrètes sur Terre. Les progrès réalisés pour décoder, étudier, voire traiter les molécules inhabituelles décelées dans les atmosphères d'exoplanètes se répercutent déjà dans la chimie industrielle, l'intelligence artificielle, la surveillance fine de l'environnement et la gestion de bases avancées en Arctique ou dans les déserts extrêmes. Le lien se renforce. Chaque victoire dans l'exploration spatiale nourrit les outils terrestres, optimise les industries clés et pousse les entreprises à investir dans la science fondamentale qui était parfois négligée au profit du court terme. Les prochaines étapes sont donc multiples, complémentaires, progressives mais accélérées. Plus personne dans les milieux concernés ne considère la recherche sur les exoplanètes habitées comme un domaine à la marge. C'est à la fois un défi planétaire, un atout technologique, un projet collectif et un moteur puissant pour l'innovation. Alors que les annonces se succèdent et que les premiers signaux fiables tombent dans le domaine public, l'organisation de l'exploration, humaine ou robotisée, apparaît comme l'une des aventures les plus ambitieuses du XXIe siècle. Avec le lancement de nouvelles missions chaque année, la multiplication des sites d'observation, la réorganisation de toutes les compétences et l'implication croissante des citoyens dans la diffusion des connaissances, jamais le lien n'a été aussi fort entre ce qu'on imagine, ce qu'on rêve, ce qu'on observe et ce qu'on réalise pour de vrai. L'exploration de cette planète, au vu de tout ce que la science actuelle projette, annonce une nouvelle ère, celle où la frontière entre le possible et le réalisable recule chaque jour, à la vitesse de nos instruments et de notre capacité à questionner l'inconnu. Ce mouvement d'exploration qui s'intensifie et la manière dont la science investit de nouveaux outils ne reste pas confiné au laboratoire et au centre de calcul. Depuis l'annonce par le James Webb des premiers résultats sur cette planète à très forte probabilité de vie, on voit un impact direct et profond sur l'imaginaire collectif et la culture populaire. C'est assez incroyable de mesurer à quel point la perspective d'une vie ailleurs touche toutes les générations et tous les milieux, en se répercutant dans les arts, la littérature, le cinéma, la télévision, la musique, les jeux vidéo et même les discussions de tous les jours, à l'école comme au travail. C'est un des rares sujets venus de la recherche scientifique qui deviennent quasi instantanément une source d'inspiration partagée et de débat dans le grand public. L'effet est perceptible dès la publication des premières images et données au tout début de l'année 2022. Les unes des magazines, les posts sur les réseaux sociaux, les débats télévisés en prime time, tout le monde s'approprie la découverte. Les photos produites par le James Webb, avec leurs couleurs inédites et leurs détails spectaculaires, sont reprises, détournées, réimaginées à l'infini.
On retrouve des montages du genre « À quoi ressemblerait un coucher de soleil sur cette planète ?» ou des vidéos amateurs qui simulent un survol des océans ou des montagnes à partir des données scientifiques. Cet engouement artistique immédiat transforme les données brutes en expériences sensorielles qu'on partage entre amis, en famille ou à l'école. Dans le cinéma, le changement est radical. À partir de 2022, plusieurs studios majeurs annoncent des projets inspirés directement par la découverte, de la série à suspense, basée sur la communication avec une autre forme de vie, aux films d'animation qui mettent en scène des êtres conçus à partir des hypothèses scientifiques réelles sur l'évolution d'une biosphère extraterrestre. Quelques réalisateurs de renom déclarent vouloir raconter des histoires plausibles, en s'appuyant sur les modèles d'écosystèmes calculés par les ordinateurs des centres d'astrophysique, afin de donner un réalisme encore jamais vu au monde inventé à l'écran. Les créateurs de jeux vidéo, eux non plus, ne s'y trompent pas. Cette planète à 96,8% de chances de vie devient rapidement un décor de choix pour explorer, simuler, inventer des civilisations, des créatures, des cycles de saisons et des quêtes inédites pour les joueurs. La littérature, quant à elle, se saisit très vite du sujet. Dès la rentrée littéraire 2023, on remarque une floraison de romans, de recueils de poèmes et d'essais qui reprennent la thématique de la découverte. Certains auteurs se projettent dans le quotidien imaginaire d'une expédition humaine majeure. D'autres décrivent la rencontre fictive avec des habitants de la planète du James Webb en utilisant les descriptions atmosphériques, les paysages ou les cycles cosmiques tels qu'ils apparaissent dans les rapports scientifiques. Ça va jusqu'aux livres pour enfants, avec des histoires et personnages venus de cette planète, les dessins introduisant des nuances de couleurs inspirées par la composition chimique imaginée des océans ou des forêts. Le monde des arts plastiques, de la musique et du design est lui aussi traversé par cette vague. Des expositions sont montées dans plusieurs grandes villes, présentant des œuvres collectives basées sur l'interprétation visuelle des signaux captés par les télescopes. On voit des artistes reproduire les schémas spectroscopiques avec des sculptures en lumière, des partitions musicales traduisant des variations de la lumière en son, ou encore des installations où les visiteurs baignent dans une ambiance visuelle et sonore censée rappeler une immersion sur la planète détectée par le James Webb. Même les grands couturiers s'approprient l'imagerie alien avec des collections baptisées « Nouveau Monde » qui rejouent, dans les tissus et les accessoires, la palette des ciels et des océans analysée par la NASA. Dans les écoles et les universités, la planète découverte par le James Webb devient rapidement un support d'enseignement. Ce n'est pas exagéré de dire que dès la rentrée 2022, on trouve de nombreux enseignants en sciences, mais aussi en lettres et en arts, qui intègrent cette découverte dans leurs cours. On dessine ce que pourraient être les plantes, les paysages, les villes ou les animaux de ce monde. On écrit des récits de voyages ou de rencontres du troisième type. On simule des débats sur la façon dont l'humanité réagirait au contact avec une autre civilisation. Les concours d'éloquence, les ateliers théâtre, les podcasts d'étudiants et les blogs de lycée abordent le thème des exoplanètes, de l'exobiologie ou des conséquences sociales d'une telle nouvelle. La culture populaire télévisuelle et numérique s'alimente aussi très vite de toute cette actualité. Les talk shows reçoivent des chercheurs de la NASA ou des auteurs de science-fiction. Les influenceurs spécialisés dans la vulgarisation scientifique proposent des vidéos explicatives qui cumulent des millions de vues en quelques jours. Les émissions de débat et les documentaires multiplient les formats, passant de la pure explication technique à la discussion conviviale autour de l'impact dans la vie quotidienne. Le terme 96,8% de vie devient même une expression populaire, utilisée dans les conversations pour parler de quelque chose de quasi certain, mais pas encore prouvé à 100%. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une marque, un média, une émission ou un artiste engagé ne reprenne, à sa façon, les codes visuels ou les symboles issus de cette planète. Les fabricants de jouets lancent des modèles liés à la découverte, les studios d'animation créent des mascottes de couleurs improbables, les organisateurs de festivals organisent des concours de déguisement sur le thème des formes de vie encore inconnues. Les réseaux sociaux, eux, fourmillent de mèmes, de vidéos humoristiques, de quiz pour tester son aptitude à survivre sur la nouvelle planète, ou de challenge pour inventer le menu végétarien idéal basé sur la flore locale hypothétique.
Ce mouvement collectif ne s'arrête pas au divertissement ou à l'art. Il y a une véritable circulation des débats sur des sujets qui, jusque-là, étaient réservés aux experts. Beaucoup de gens se sentent concernés par la question. Cela va de la discussion entre amis pour imaginer les lois sur la communication interstellaire, jusqu'aux forums Internet qui débattent de l'idée de protéger la planète du James Webb contre toute contamination humaine. Des mouvements citoyens militent pour inscrire la découverte dans le patrimoine de l'humanité. Certains demandent même à l'UNESCO d'ajouter cette planète à la liste des sites à protéger sur le plan symbolique. L'enjeu du premier contact, les discussions sur la possibilité d'un dialogue avec une autre forme d'intelligence ou la crainte de répéter les erreurs coloniales du passé occupent régulièrement la une des magazines d'opinion et alimentent les réseaux. À mesure que les données continuent d'arriver, l'intérêt du public ne faiblit pas. On note une explosion des achats de télescopes amateurs, des inscriptions dans les clubs d'astronomie, une hausse inédite de la fréquentation des planétariums et des musées de sciences. Les annexes locales des sociétés d'astronomie organisent régulièrement des nuits exoplanètes, où toute une famille vient observer le ciel à travers les instruments partagés, écouter des conférences ou regarder en direct la retransmission des journées portes ouvertes du James Webb. C'est l'occasion pour des générations entières de questionner leur rapport au cosmos, d'apprendre à reconnaître les différents types d'étoiles ou de rêver à des carrières scientifiques et technologiques. Même les thèmes de la solidarité, de la citoyenneté ou de la place de l'humain dans l'univers prennent un nouveau relief. Il n'est pas rare de croiser sur les réseaux sociaux ou dans les émissions d'information des débats sur la responsabilité collective si un jour l'humanité découvre effectivement une vie ailleurs. On parle d'éthique, de droit interplanétaire, de la nécessité de préparer de futurs échanges sur des bases pacifiques ou de s'interroger sur la légitimité de toute intervention, même indirecte, sur une planète déjà vivante. Cette actualité nourrit une réflexion sociale sur la tolérance de l'altérité, sur le respect des différences et sur la capacité à ne pas imposer nos modèles partout, même à l'échelle galactique. À côté de ces grands enjeux, l'effet planète habitable infuse aussi la créativité dans les inventions du quotidien. Des designers de mobilier s'inspirent des structures minérales découvertes sur la nouvelle planète pour leurs lignes de chaises ou de lampes. Certains restaurateurs imaginent des menus spéciaux avec des recettes venues d'ailleurs pour marquer la semaine des sciences. Même sur la scène de la mode, on voit des tendances naître autour de couleurs inédites, de textures qui rappellent les images atmosphériques lointaines ou de motifs issus des nuages de la planète observés par James Webb. Ce tourbillon imaginaire a même des conséquences sur la marque Terre. Certaines ONG, profitant de la comparaison entre notre planète et la jumelle habitable détectée, arrivent à mieux sensibiliser le public sur la fragilité des écosystèmes locaux. Les événements planétaires, comme les Journées de la Terre, deviennent l'occasion de rappeler que, si on rêve tous d'un ailleurs, il faut garder en mémoire l'importance de protéger notre propre monde. Les campagnes de sensibilisation à l'écologie, aux ressources rares, au changement climatique prennent un nouvel élan à mesure que la fascination pour la vie extraterrestre progresse. On perçoit une sorte de dialogue permanent entre la valorisation du rêve spatial et l'urgence de prendre soin d'ici. Pour beaucoup, la découverte d'une planète potentiellement peuplée d'organismes différents, aux cycles indépendants d'une autre, met aussi en lumière l'extrême complexité de ce qui fait la richesse et la diversité des mondes. Des concours de poésie jusqu'aux festivals de science-fiction, des ateliers de création 3D dans les écoles jusqu'aux VR immersives qui permettent de visiter les forêts exoplanétaires imaginées d'après les données du James Webb, toute une culture se réinvente autour de ce thème. On constate de nouvelles passerelles entre amateurs et experts. Les scientifiques participent plus volontiers aux conférences publiques, aux podcasts, aux masterclass où le public peut poser ses questions sur l'évolution, la chimie ou les méthodes d'observation. Les chaînes d'information proposent des séries documentaires en plusieurs épisodes où chaque arrivée de nouvelles données se transforme en véritable événement national. En moins de 3 ans, l'annonce d'une planète aussi prometteuse a donc modifié en profondeur l'imaginaire collectif. Elle a déplacé la frontière entre ce qu'on croyait possible et ce qu'on imagine à peine. Elle a rapproché la science de la vie quotidienne, de la famille à l'école, du cinéma à la cuisine. La planète de James Webb est devenue le prétexte de milliers d'expressions créatives, de rêves partagés, de dialogues passionnés et de projets éducatifs, associatifs, culturels.
Au final, tout cela témoigne d'une force de fascination que peu de sujets scientifiques sont capables de produire à l'échelle mondiale et montre que, bien au-delà des laboratoires, c'est l'ensemble de notre culture contemporaine qui est en train de changer de regard sur le vivant, le cosmos et sur notre propre place dans tout cet espace encore plein de mystères. Ce changement culturel et cette explosion de créativité collective qui entoure la découverte d'une planète si prometteuse amènent une question très concrète et inédite. Sommes-nous, ici sur Terre, vraiment préparés à la possibilité d'un premier contact avec une autre forme de vie? Ce sujet, qui semblait réservé à la science-fiction ou au débat philosophique, est devenu une préoccupation sérieuse pour les scientifiques, les institutions, les gouvernements et même pour le grand public. L'approche aujourd'hui est pragmatique. Il s'agit d'anticiper tout ce que cela implique, du point de vue logistique, sanitaire, politique, psychologique et même légal. On se rend compte que la préparation à un tel événement ne se limite pas à l'envoi de messages radio ou à la recherche de signaux mystérieux de civilisation avancée. Il s'agit aussi d'organiser notre propre société, de créer des protocoles, de discuter ouvertement des risques et des possibilités, et surtout de repenser nos outils et nos comportements à l'échelle planétaire. L'un des premiers défis, c'est de savoir comment réagir en cas de détection d'une trace irréfutable de vie, qu'elle soit microbienne ou intelligente. Les agences spatiales, comme la NASA, l'Agence spatiale européenne ou leurs équivalents asiatiques, travaillent depuis plusieurs années à établir des plans détaillés de gestion de l'information. Quand une découverte est faite, il faut immédiatement valider chaque donnée par des observations indépendantes, croiser les résultats avec d'autres instruments, puis préparer une communication à la fois transparente et responsable. Ce point, jugé très sensible, a été particulièrement discuté lors des grandes conférences internationales de 2023 et 2024, où la transparence vis-à-vis du public a été mise en avant pour éviter les effets de panique, de surinterprétation ou de récupération politique ou idéologique. La préparation au premier contact touche aussi la communauté scientifique, qui doit s'assurer de la solidité des preuves avant toute annonce officielle. Les comités d'éthique des grandes universités et des laboratoires de recherche mettent en place des recommandations pour vérifier à plusieurs milliers de fois chaque mesure suspecte, éviter toute conclusion hâtive et anticiper la nécessité de confirmer les résultats à travers différentes équipes et disciplines. L'idée, c'est de ne pas revivre les anciens épisodes où une découverte trop vite annoncée, puis réfutée ensuite, a pu générer une grande confusion chez le public comme chez les spécialistes. On apprend donc à prendre son temps, à publier en plusieurs étapes et à informer les médias sur les limites et la signification des observations obtenues. Autre enjeu très concret, gérer la possible contamination croisée. Ce point, longtemps cantonné à la fiction ou aux discussions théoriques, est aujourd'hui pris très au sérieux par les agences spatiales. Si jamais un jour une sonde ou pire, une mission habitée atteint un autre monde où la vie est présente, il faut s'assurer que les humains n'apportent pas avec eux des micro-organismes terrestres capables de bouleverser des équilibres locaux, voire d'éliminer des espèces autochtones. Le même risque existe à l'inverse, ramener sur Terre des échantillons contenant de l'ADN étranger ou des formes de vie inconnues soulève tout un tas de questions de biosécurité et de santé publique. Ainsi, depuis 2020, les protocoles de stérilisation de tout matériel envoyé dans l'espace ont été renforcés. Chaque vis, chaque outil, chaque robot subit des cycles extrêmes de désinfection, des tests de résistance et des vérifications de non-contamination. Pour le retour éventuel d'échantillons, des laboratoires spéciaux, isolés du reste du monde, sont en construction pour analyser tout ce qui viendrait d'une planète à risque, avec des équipes prêtes à réagir en cas d'incident. Il y a aussi toute la question de la communication internationale. La découverte d'une vie extraterrestre ou l'organisation d'un premier contact ne peuvent en aucun cas être réservées à une seule agence ou une seule nation. Dès 2023, l'Organisation des Nations Unies et d'autres instances mondiales travaillent déjà à des protocoles de partage de l'information, à l'établissement de groupes d'experts mixtes, à la définition de responsabilités collectives. Les traités existants, comme ceux sur l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, sont revus. On discute de la façon dont il faudra informer simultanément tous les pays, tous les organismes publics et même toutes les cultures du globe. Un consensus émerge pour que la gestion d'un premier contact soit considérée comme un bien commun de l'humanité. Le volet légal n'est pas non plus à négliger. Les juristes spécialisés dans le droit spatial ou le droit international passent en revue des scénarios encore jamais vécus. S'il y a communication directe, qui parle au nom de la Terre?
Quelles règles applique-t-on pour éviter toute exploitation, colonisation ou appropriation abusive d'une découverte? Des débats sont ouverts sur la définition même d'une personnalité juridique pour des entités non humaines, l'accès aux ressources planétaires ou la nécessité de créer des accords spéciaux en cas d'échange de signaux ou de matière. Ces débats n'ont pas encore de solution définitive, mais ils montrent que le monde légal s'adapte déjà peu à peu à la possibilité d'un événement aussi inédit. Un autre point plus discret concerne la préparation psychologique et sociale. De nombreuses études ont montré que la confirmation d'une vie ailleurs, surtout si elle est intelligente, aurait un impact considérable sur les croyances, les valeurs, l'éthique, mais aussi sur le moral des populations. Des programmes de recherche en psychologie, sociologie et anthropologie examinent les réactions possibles. Fascination, espoir, peur, repli sur soi, crise de confiance dans l'unicité de l'humain. Ces scénarios sont pris en considération dans la formation des équipes chargées de la communication, dans la production de ressources pédagogiques pour accompagner les enseignants ou dans la préparation de cellules d'écoute et d'assistance en cas d'inquiétude massive. Les religions aussi s'organisent. Depuis 2022, de nombreux groupes religieux majeurs tiennent des colloques, des réunions et des séminaires pour anticiper la manière d'accueillir une annonce de ce type. Certaines traditions insistent sur l'universalisme de la vie, d'autres préparent des argumentaires pour intégrer les découvertes à leur doctrine. Plusieurs courants théologiques publient des analyses sur la façon dont l'existence d'une autre biosphère pourrait s'inscrire dans leur narration du monde sans créer de crise majeure. Cela implique un dialogue nouveau entre science et foi, qui s'intensifie à mesure que la perspective d'un premier contact sort du domaine des hypothèses abstraites. Sur le plan de la technologie et de la communication, on voit se mettre en place des groupes de réflexion réunissant informaticiens, linguistes, anthropologues pour développer des systèmes capables d'analyser un signal potentiel venu d'ailleurs, d'en traduire la structure ou d'imaginer des protocoles d'interaction. Ces équipes conçoivent des systèmes automatiques de détection de motifs répétitifs, des bases de données universelles pour partager très vite toute information, et des plateformes multilingues pour que chaque découverte soit directement rendue accessible à tous les peuples. Cela suppose aussi d'imaginer des manuels d'interprétation des systèmes de numération, des logiques de codage basiques, des schémas visuels universels qui pourraient servir de grille d'échange si jamais une intelligence non humaine nous répondait. Du côté des gouvernements et des institutions, la question de la sécurité n'est pas laissée de côté. Même si la probabilité que la vie détectée soit intelligente ou dangereuse reste très faible, des cellules de crise sont élaborées pour gérer toute rumeur, panique collective ou tentative de manipulation médiatique. On met en place des procédures pour surveiller l'information, éviter les fake news, bloquer les tentatives d'usurpation ou les détournements de données. Des spécialistes de la gestion de crise préparent des scénarios où, à l'annonce d'une découverte, certaines franges de la population pourraient réagir de façon imprévisible ou excessive. Les grandes entreprises de communication, les rédactions, les plateformes de réseaux sociaux sont associées à ces réflexions pour garantir un accès équilibré, pluraliste et fiable à la nouvelle. Il reste à évoquer un point tout aussi central, la continuité du travail scientifique et la neutralité des échanges. Dès qu'une trace forte de vie serait confirmée, la tentation serait grande pour certains milieux économiques ou politiques d'instrumentaliser la découverte à des fins de propagande, de soft power ou de concurrence commerciale. Les instances scientifiques exigent alors des garanties que chaque protocole, chaque séquence d'expérience, chaque diffusion de données soit maintenue sous le contrôle d'instances indépendantes, dans le respect de la méthode scientifique, de la reproductibilité, de l'ouverture des résultats et de la collégialité internationale. De façon très concrète, des initiatives sont aussi prises pour assurer la formation continue de tous ceux qui seraient amenés à intervenir à différents niveaux, analystes des données, ingénieurs spatiaux, diplomates, responsables de la sécurité sanitaire ou alimentaire, enseignants, animateurs sociaux, médiateurs culturels. Chacun reçoit, depuis 2023, des supports adaptés pour comprendre les enjeux, expliciter les limites, transmettre des informations fiables et éviter les simplifications ou les distorsions. Les formations sont conçues pour mobiliser l'intelligence collective, savoir écouter les inquiétudes, valoriser l'esprit critique, distinguer entre preuves robustes, hypothèses probables et simples fantasmes.
le grand public enfin n'est pas oublié. Partout dans le monde, des campagnes de sensibilisation, des conférences, des podcasts et des expositions sont organisées pour préparer la population à affronter sans trouble l'éventualité d'une Terre non unique dans son rapport au vivant. Les musées mettent à jour leurs salles d'exobiologie, les planétariums accueillent des débats interactifs animés par des scientifiques et sociologues. Des ressources pédagogiques sont envoyées gratuitement dans toutes les écoles pour faire comprendre que la découverte d'une vie ailleurs, loin de menacer notre humanité, ouvre au contraire un champ d'exploration, de curiosité, d'empathie et d'apprentissage collectif. Même le domaine de la santé publique a commencé à envisager des plans d'action. Gérer la possibilité, même minime, d'une zoonose alien en cas de retour de sonde, prévoir le développement de nouveaux outils de détection ou de prévention, établir des partenariats internationaux pour la surveillance microbiologique des échantillons collectés dans l'espace. Cela implique la constitution de stocks de matériel, de plans de confinement, d'unités mobiles spécialisées en cas d'incident, ainsi qu'un travail de long terme pour anticiper les risques, former le personnel de santé et informer sans alarmer. Chaque étape de la préparation au premier contact fait donc l'objet d'un suivi précis, d'une mutualisation des moyens, d'une réflexion continue, parce qu'aucune civilisation ne traverserait sans épreuve une annonce aussi profonde. On sent désormais une volonté très forte de ne pas agir dans la précipitation, de respecter la pluralité des opinions et d'associer tous les acteurs, États, scientifiques, citoyens, croyants, professionnels, au futur dialogue qui pourrait un jour s'ouvrir. Les équipes du James Webb, qui travaillent en lien avec les meilleures universités, insistent sur la nécessité d'un dialogue constant, à la fois entre disciplines et tout au long de la chaîne de communication. Être prêt pour le premier contact, ce n'est donc pas simplement attendre une radio ou un message venu du fond du cosmos. C'est anticiper les impacts sur nos lois, notre culture, nos valeurs, nos choix collectifs. Cela veut dire revoir nos protocoles de sécurité, préparer nos scientifiques à l'inattendu, mais aussi former nos citoyens à l'esprit critique, à la tolérance et à l'accueil de l'altérité, sans verser dans la peur ou dans le sensationnalisme. C'est enfin une invitation à rester lucide, rigoureux et à réfléchir ensemble pour choisir, le moment venu, la voie la plus respectueuse et la plus responsable face à la découverte la plus importante de l'histoire humaine.